salut à tous ceux qui sont déjà là. Alors, je pense que vous savez que ce soir, je reçois Emmanuel Gillard, connu principalement, je dirais, pour le projet Amertume, mais tu fais plein de choses à côté. Donc, je pense qu'on aura le temps d'aborder. Est-ce que, dans un premier temps, tu peux peut-être rapidement te présenter, expliquer ce que tu fais et depuis combien de temps dans la bière? Oui, bah, déjà bonjour, à toutes et à tous et bonsoir Benoît. Merci, d'avoir songé à inviter Projet Amertume et puis la personne qui se cache derrière. Depuis combien de temps dans la bière? Eh beh, écoute, je n'ai jamais bu de bière, jusqu'à mes 18 ans. Voilà. Ça m'intéressait pas parce que ça pétillait, que ça picotait le palais, que c'était pas très agréable. Et puis, j'ai fait, ce que vous appelez en France, vu que moi je suis belge, l'équivalent, du bizutage qu'on appelle la bleusaille. Et puis là, pour la petite histoire, mes parents, ils étaient un petit peu inquiets que je puisse boire trop d'alcool, donc ils avaient été voir un médecin et j'avais un papier disant que je pouvais pas consommer d'alcool, parce que je risquais d'avoir des problèmes de santé. Et malheureusement pour moi, lors d'un barbecue, j'ai commencé à boire un petit peu de trop et là, ils se sont un peu rendus compte que je m'étais, foutu, de leur gueule. Donc j'ai passé un mauvais quart d'heure pendant les 2 semaines de bizutage qui restaient et puis, là, en 2 semaines, j'en ai bu quelques-unes quoi de bière. Donc voilà, toujours la même malheureusement, c'était la Stella Artois en l'occurrence. Mais en tout cas, j'avais plus peur des bulles après. Et puis donc là, on est en 91-92 et puis il y a une partie de moi-même qui est collectionneur et une autre partie qui est fort attirée par l'aspect folklore. Et donc, là, bière, c'est à la fois la collection et le folklore, et c'était assez amusant de pouvoir aller dans un supermarché en Belgique dans les années 90 et avoir des rayons, même un petit magasin avait au bas mot 80 bières. Puis quand tu allais dans les grands magasins style Cora ou autre, tu en avais 250, 300, et en fait c'était tout à fait normal, personne ne se posait ce genre de questions. Donc j'ai commencé simplement à goûter les bières, on va dire. À ce moment-là, c'était essentiellement goûter. Et puis après, en 93-14, j'ai voulu faire partager cela. Donc, j'ai monté l'équivalent d'une association, la 1901, qui s'appelait l'APBBA, l'Association pour la promotion de la bière belge artisanale. Et l'idée, c'était tout simplement déjà à l'époque, de montrer qu'il y avait plein de brasseries qui n'étaient pas connues, des acteurs dont on entend encore parler maintenant pour certains, hein, comme Blue J, comme Dupont, comme The Doll Brewers, la brasserie Caracol dans la région de Namur, etc. Et donc l'idée, c'était de faire venir les brasseurs, d'acheter leurs bières et de les partager avec des gens dans un format où on était 25, 30 personnes autour d'une table. Bon, à l'époque, c'était pas courant de faire ce genre de choses. Oui, bah, 25-30 personnes, c'est déjà pas mal, je dirais. Ça fait des jolies dégustations et ça se passait comment? C'est vous rameniez chacun quelques références à faire découvrir ou? Non, j'achetais en fait toutes les bouteilles, parce qu'en fait, là aussi, il y avait pas 36 000 lieux bières pour pouvoir trouver ces bouteilles. Donc c'était essentiellement aller dans les brasseries ou quelques commerces, allez, je dirais une dizaine en Flandre, 5-6 en Wallonie, une dizaine sur Bruxelles, où il y avait de la bière. Mais la plupart du temps, c'était directement en allant voir les brasseries. Et en sachant qu'à l'époque, c'était pas évident parce que les brasseries, ça se visitait pas nécessairement. C'était pas un lieu qui était ouvert hein, sur le public. Donc déjà, quand on prend rendez-vous avec le brasseur, que tu essayes de le joindre, et il demande qu'est-ce qu'il veut, quoi, ce gars-là. Et donc ouais, l'idée, c'était vraiment de faire la découverte de plein de brasseries, de plein de références. Parce que je veux dire, c'est la dégustation, c'est vraiment quelque chose de central, en fait, pour toi, Le leitmotiv, c'est, j'ai envie de dire que la bière, c'est une trame de fond. Et dans cette trame de fond, j'essaie d'aborder toutes les facettes. Donc, on en parlait un peu avant d'arriver en ligne, mais l'aspect historique
plusieurs siècles en arrière, mais même ces dernières années, ce qui s'est passé, en garder une trace, ça m'intéresse. Comment se comporte la bière à table avec d'autres aliments. Toute la partie technique, brassage, recherche scientifique autour de la bière qui est absolument passionnante vu que c'est un milieu où chaque année il y a des nouveautés. Donc j'essaye d'aborder tous les sujets, mais quand même la ligne de fond principale, il y en a deux. C'est d'une part la dégustation. Donc, je me définis avant tout comme un dégustateur et un spécialiste des flaveurs, donc de l'analyse des styles, et derrière des goûts et des faux goûts, qu'ils soient, euh, comment dire, par rapport à un style, une erreur, ou qu'il soit une erreur dans tous les cas, donc ce qu'on appelle un faux goût absolu. Et puis la deuxième grande chose qui m'intéresse, c'est quand je suis arrivé en France en 2001-2002. À l'époque, il y avait rien, ou plutôt il y avait quelques brasseries. Schützenberger qui a disparu, Fischer, Météor qui est toujours là. Dans le Nord, dans ceux qui sont restés, t'as la Choulette, t'as Dhuic, voilà. Et il y avait vraiment, vraiment, vraiment pas grand-chose. Donc j'ai eu finalement la chance de quitter un pays avec une culture brassicole pour arriver dans un pays vierge. Alors non pas qu'il n'a pas eu de culture, parce qu'il y a eu beaucoup de culture brassicole en France, il y avait encore des régions où ça avait du sens, même si les produits étaient ultra standardisés derrière et tous pasteurisés. Mais en tout cas, ça m'a vraiment permis de revoir, de vivre la renaissance de la bière, le mouvement craft en France depuis ses origines. Justement, je dirais cette transition où tu es arrivé de la Belgique, où il y avait oui, une scène craft qui était peut-être plus dense, et quand tu es arrivé en France, que tu as vraiment vu tout ça se développer. Et maintenant, j'ai l'impression qu'en France, je crois qu'il y a plus de brasseries qu'en Belgique, non? Oh ben, largement, hein, vu que en Belgique, de mémoire, on en est à peu près à 450 brasseries. Et en France, on en est à 2000, 2500, 2000, 2600. Je ne me prononcerai pas sur le sujet parce que je pense que personne, à part les douanes, pourrait vraiment trancher. Et encore, je pense que dans leur base, il y en a de ceux qui ne brassent plus et qui sont toujours déclarés. Donc c'est quand même assez compliqué. Oui, oui, c'est sûr que la France s'est permise aussi des choses que la Belgique ne pouvait pas se permettre, de par le fait qu'elle a redémarré quasi de zéro. Et du coup, elle était ouverte à tout. Il n'y avait pas le poids de la tradition, le carcan de cette tradition, où derrière, quand tu fais des choses un peu qui sortent de cela, les gens te regardent avec des grands yeux. Donc c'est sûr que des pays comme l'Allemagne ou la Belgique, par rapport au mouvement craft, ont pris pas mal de retard. D'autant plus qu'ils n'avaient pas de soucis pour vendre leurs produits. La Belgique, maintenant, c'est encore 72% l'exportation. C'est le premier pays en termes d'exportation en pourcentage. Donc, finalement, tu en arrives même à avoir des brasseries, et c'est un peu stupide, hein, je trouve, mais qui sont à 100% d'export et qui n'ont de belge que le nom, vu que le belge a du mal à trouver leurs produits en Belgique. Justement, Shoot on Fire pose une bonne question. Est-ce que tu sais combien il y avait de brasseries en France quand tu es arrivé en 2001? Oui, je le sais, parce que j'ai commencé à noter tout à partir de 98, le nombre de brasseries, et donc il y en avait à peu près 45. Voilà, il y en a eu. Ok. Et on avait les premiers brasseurs qui se sont créés, c'était essentiellement en Bretagne. Et c'était sur des modèles anglo-saxons, et c'était souvent d'ailleurs des Anglais qui venaient s'installer en Bretagne. Il y en a encore qui, parmi ces précurseurs, qui restent, hein. Il y a à l'époque, c'est après la brasserie des Deux Rivières, et qui a changé de nom maintenant et qui a déménagé, qui s'appelle Coref. Et puis dans la région Rhône-Alpes, également, tu avais pas mal de gens qui se sont installés. Et là aussi, c'était essentiellement des anglophones, donc qui venaient déjà de la culture
craft et qui ont essaimé là-bas. Et bah là, tu vas avoir des brasseries qui datent quand même de quelques années, comme Luc et Lionel Alphand. C'est le skieur qui a gagné je ne sais plus combien de globes, je ne sais plus comment ça s'appelle dans le ski, mais enfin des Mmh. globes d'argent derrière. Et la brasserie Alphand existe toujours. Donc voilà, donc il y a eu ces premières brasseries qui ont essaimé. Et il faut dire qu'à l'époque, bah, c'était quand même couillu quoi, de démarrer ce genre de choses, parce que le public était pas prêt du tout. OK. Et comment, justement, ce travail de référencement, il y a eu, à quel moment à peu près, vers quelle année tu as senti une réelle accélération, tu vois? Où tu t'es dit: «Là, il se passe vraiment quelque chose»? Bah écoute, il n'y a pas de date précise. En Belgique, il y a une date, c'est 1984. 1984, le gouvernement a décidé d'assouplir la loi sur la consommation d'alcool et a lancé également l'année de la bière. Et du coup, tous les brasseurs se sont lancés, et beaucoup de bières qu'on trouve actuellement en Belgique et qui sont connues datent de cette année 1984. En France, il n'y a pas eu d'année précise, c'était une succession d'années, mais grosso modo, là où on a créé le plus de brasseries par an, c'est-à-dire qu'on était à plus d'une brasserie créée par jour, c'était entre 2017 et 2021. Voilà, là c'était vraiment la période où tout était permis, les courbes étaient exponentielles. Et on se dit voilà, c'est un mouvement qu'on ne peut pas arrêter. Déjà à l'époque, les gens disaient de toute façon, ça ne durera pas, ça va forcément les gens vont se planter. Et puis bah, la France est quand même arrivée première au niveau européen en nombre de brasseries. Mais avec un paysage brassicole qui n'est pas du tout comparable avec ce qu'on trouve dans les autres pays, vu que chez nous, il y a énormément de très très petites brasseries. Enfin, la définition déjà petite brasserie d'un pays à l'autre, américaine, petite brasserie américaine ou petite brasserie française, c'est pas la même chose. Mais il faut voir qu'on a beaucoup d'entreprises unipersonnelles en France, donc des gens qui sont capables de vivre de cela à temps plein, en s'installant dans des lieux où bah, il fait pas très cher vivre, et avec une production oscillant entre 250 et 400 hectos par an. Bah, ils en vivent, pardon. Et ils en vivent d'autant mieux que ils pratiquent essentiellement la vente directe, sans intermédiaire, donc à la brasserie, euh, via le format brewpub, via une taproom qu'ils gèrent en dehors de la brasserie, ou en participant à des marchés ou à ce genre de choses. Donc voilà, énormément de petits, et de petits qui veulent le rester. Donc qui n'ont pas nécessairement cette envie de passer le cap, d'embaucher quelqu'un, vu qu'en France, dès que tu embauches quelqu'un, tu rentres dans des formats d'entreprise où c'est beaucoup plus compliqué, et avec des risques aussi derrière, bah, de partager le pouvoir, les parts, etc. Et donc c'est une autre aventure en fait. Et tu disais que tu as commencé à faire ton référencement depuis, 98. À quel moment tu t'es dit: «Tiens, ça serait intéressant de rendre ça public»? Tu vois? De faire le site pour, parce que je pense qu'au début, c'était plus à titre personnel, non, que tu compilais ces données? Bah oui, c'était à titre personnel et dans un carnet en fait simplement. Donc du coup, ben, je me suis informatisé, et puis un jour, sur le début de l'internet, il y avait des forums. Quand je dis ça, on a l'impression que je suis vieux, hein, j'ai 50 ans, donc je suis très jeune, et ma femme vous dira que je suis beaucoup trop jeune dans ma tête encore. Et à l'époque, j'avais fait un premier petit article en disant, «J'ai dégusté 100 bières françaises». Voilà. Et tout le monde m'avait ri au nez, en me disant: «Mais non, il y a pas 100 bières en France, c'est ridicule, c'est n'importe quoi», et cetera. Donc pour me justifier, je me suis dit: «Bah, voilà, ça c'est la liste des bières que j'ai bu». En effet, il y en avait bien 100. Donc pour te remettre en perspective quand même, quoi. 100 bières à l'époque, dans toute la France, les Mmh gens mh. te traitaient de menteur en disant: «Ça existe pas, quoi. Il y a Mais pas c'est 100 pas bières en France». possible, il y a pas 100 références. Donc voyant cela, je me suis dit: «Tiens, il y a pas mal de gens qui sont intéressés». Et donc j'ai bidouillé un petit truc qui s'appelle Projet Amertume, qui est le site bah, un peu tout moche, qui n'a pas bougé depuis ce moment-là, mais qui est fait entièrement en code HTML avec mes petites mains. Et voilà, ce qui m'intéresse, c'est pas
la beauté du site, c'est essayer de rassembler dedans des choses. Et puis de fil en aiguille, ben, il s'est enrichi avec pas mal de trucs, les fiches de dégustation dans un premier temps, puis la liste des brasseries, puis une base de données de référence, d'articles de presse, enfin voilà, toute une série d'infos autour de la bière, les billets d'humeur également. Je crois qu'il y en a à peu près 60 pour l'instant, donc qui sont les petits sujets techniques ou économiques ou du moment, ou un coup de gueule ou quoi que ce soit, un coup de projecteur sur quelque chose. Donc voilà. Ouais, parce que c'est vrai que souvent on résume un peu le projet Amertume à cette carte de référencement, des brasseries, mais au final c'est quelque chose de beaucoup plus dense et il y a quand même il y a pas que ça, Ben, la carte des brasseries déjà, j'ai vu d'ailleurs que c'est ce que tu avais mis sur ton site et c'est bien la preuve quelque part que c'est ce que les gens retiennent. La carte des brasseries déjà, je la mets à jour qu'une fois par an. Il faut savoir que le référencement des nouvelles brasseries, en moyenne, j'y passe, j'ai calculé en fait sur les 3 dernières années en me disant voilà, en m'astreignant, là je démarre, j'arrête. J'y passe à peu près 1h15 par jour tous les jours, à 365 jours ah par an. ouais. Donc c'est un travail qui est très long et qui est forcément toujours incomplet et imparfait parce que parfois tu te trompes et tu penses que c'est un brasseur et en fait c'est un brasseur nomade. Et je prends le temps. Je prends vraiment le temps de m'assurer que derrière, il y a vraiment des gens, il y a vraiment de la bière, il y a vraiment des installations de production. Donc je contacte chaque brasseur et je ne référence que lorsqu'ils m'ont répondu ou lorsque j'ai un faisceau de preuves qui disent ok la brasserie existe, simplement elle n'a pas envie de me répondre, je peux tout à fait la comprendre, mais je sais qu'elle brasse maintenant. Au fil du temps, il y a pas mal de gens qui me disent bah tiens moi dans telle région à chaque fois qu'il y aura quelque chose je te préviens, donc il y a tout un réseau, un maillage qui s'est mis en place. Et donc, je reçois pas mal d'informations parce que avoir une brasserie, c'est bien, mais la brasserie, elle déménage. Dans le bouquin, tu vas trouver les gammes de bière, tu vas trouver l'historique de production en hectolitres. Tu vas trouver les propriétaires, les coordonnées. Donc, ce sont toutes des informations qu'il faut par définition sans arrêt remettre à jour. Pour donner une idée, j'ai 25 pages A4 de liste de brasseries que je dois traiter et qui sont à peu près, ça reste à peu près stable, qui sont des projets ou des brasseries avec des codes couleurs qui changent, qui doivent être référencées ou des déménagements, etc., etc. Mais c'est continu. C'est continu. Donc c'est vrai que c'est un gros travail, ça c'est sûr et certain. Et c'est vrai que ce travail est rendu difficile, mais moi ça me plaît parce que c'est excitant par le fait que en Belgique, si tu vas voir la liste des brasseries, c'est simple, l'État belge la tient et tu l'as. En France, tu ne l'as pas. On ne communique pas sur les gens qui finalement sont référencés aux douanes et leur production. Un petit peu comme les salaires. Donc, je me suis rendu compte quand je suis arrivé en France, dès que tu parles salaire, il n'y a plus personne qui parle. Bah, c'est la même chose ici. C'est un peu honteux pour beaucoup de brasseurs de dire combien d'hectos ils font. Beaucoup moins dans le monde craft, mais en tout cas, dès que les gens deviennent un peu gros, ça devient plus compliqué. Ouais, parce que, bah, enfin, le travail enfin, moi, je le travail est absolument, titanesque et à l'heure actuelle, hormis les gens qui te contactent de temps en temps, qui sont pas un peu dans certaines régions ou autres, tu fais vraiment tout seul? Oui, alors je vois une question de Novae67. Comment une Mmh. brasserie peut faire pour être référencée? Déjà, on peut m'envoyer un mail, mais le mieux, c'est lorsque tu vas sur la liste des brasseries sur Projet Amertume, tu as un formulaire en ligne. Et pour moi, c'est assez intéressant vu que là-dedans, je vais retrouver toutes les données qui me servent après à renseigner la fiche descriptive de la brasserie. Donc le plus simple pour moi, c'est ce format-là. Mais la plupart du temps, ça reste quand même de simples mails de personnes qui me disent tiens, j'ai vu telle brasserie, telle brasserie. Et puis là, c'est le travail de recherche qui commence. Est-ce que c'est une vraie brasserie ou pas? Voilà. Donc il n'y a pas de recette miracle.
Par contre, il y a un vrai travail de fond dans le but de quand il y a une erreur, je le dis, c'est-à-dire voilà, chaque brasserie a un code de classement PA quelque chose qui garantit que dans le temps elle a une vie et ça permet aussi de dire que si la brasserie déménage, change de nom, etc. Je peux à chaque fois refaire un lien par rapport à ce code de classement. Si je me trompe à un certain moment, je le mets carrément dans les mises à jour, je dis bon ben voilà, c'était pas une brasserie, c'est un brasseur nomade. Parfois c'est un brasseur nomade qui devient brasseur, puis qui redevient brasseur nomade, puis qui passe au stade de distributeur. Puis voilà, c'est... Oui, parce que justement, il y a eu pas mal de enfin, c'est assez fluide et je pense que les usages ont changé aussi parce qu'il y a typiquement dans les brasseurs nomades, tu vas avoir le brasseur nomade qui va louer un outil, heu, dans une brasserie qui va brasser lui-même, et qui va avoir même des fois ses fermenteurs à demeure, dans une brasserie. Tu vas avoir le brasseur nomade qui va brasser à façon, et ça, du coup, c'est toi, à chaque fois, tu différencies ça ou est-ce que pour des questions pratiques, parce que tu peux pas non plus, je dirais décliner, sinon ça serait l'enfer, est-ce tu as essayé de simplifier pour que ça soit le plus, lisible, et plus facile à organiser pour toi? En fait, pour l'instant, soit c'est une brasserie ouverte, une brasserie fermée, un nomade ouvert ou un nomade fermé. C'est les 4 étapes possibles d'une ligne dans la base de données. Et c'est vrai que le terme nomade regroupe 2 choses, le gypsy et le nomade à proprement parler. C'est-à-dire, la personne qui commande quelque chose à un brasseur selon un cahier des charges plus ou moins précis, mais qui ne brasse pas lui-même. La personne qui, au contraire, c'est ce que tu expliquais, ça se fait de plus en plus d'ailleurs maintenant, vu que souvent le goulot d'étranglement, c'est les fermenteurs, mais des gens qui utilisent le matériel d'autres brasseries existantes pour effectivement brasser leur propre bière, le plus souvent dans l'objectif d'ouvrir sa brasserie et d'aller voir les banques en ayant déjà un dossier qui en disant voilà je suis autant d'hectos par an donc le domaine de la bière va bien parce que aussi il y a pas mal de gens qui me demandent s'ils peuvent utiliser mon e-book La bière en France, les parties économiques pour aller voir leur banquier et faire finalement monter un dossier parce que c'est vrai qu'il y a encore 15 ans quand tu disais je veux de l'argent pour monter une brasserie les banquiers regardaient ils disaient mais bah attends moi j'ai pas ça dans mes codes en gros, tu ouvres une épicerie, ok, on sait bien, un fleuriste, ok, mais brasserie, ça n'existait pas. Bon, maintenant c'est bon, ils savent ce que c'est. Et tu proposes de l'accompagnement, si, quelqu'un veut monter une brasserie et tu proposes de l'accompagnement dans la création et dans le montage d'un dossier ou alors, Alors, Projet Amertume, c'est pas une société. Donc, tout ce que je fais et qui peut me rapporter de l'argent, en particulier la vente de mon e-book La bière en France, qui est une édition annuelle, est reversé intégralement à des œuvres. Donc, pour l'instant, c'est les restos du cœur. Donc, j'ai un boulot à temps plein à côté qui me permet de vivre et j'ai donc cette chance finalement de ne pas avoir à vivre euh, de ma passion de biérologue. Et quand je dis chance, c'est pas que je ne pourrais pas, c'est que ça me permet finalement de garder une indépendance et de choisir les personnes avec lesquelles je veux travailler. C'est-à-dire finalement les choses qui m'excitent, les choses qui ont de l'intérêt, comme par exemple le fait d'être avec toi ce soir. Lundi prochain, je donne cours à La Rochelle Université sur le DU brasserie. Mardi prochain, je suis à l'Assemblée générale de la bière de Provence. Pour parler filière terroir Provence-Alpes-Côte d'Azur. On avait déjà fait un focus sur les néo-houblonniers il y a un an, et là l'objectif c'est de monter une malterie régionale de telle manière qu'on ait tous les rouages nécessaires pour aller vers la bière de terroir dans cette région. Donc, si tu veux, je suis super sollicité. Et du coup, je prends les choses qui ont du sens et qui ont
ouais, qui permettent pour moi de faire avancer la cause de la bière. Par exemple, un article où quelqu'un va me dire je vais faire un article sur la bière, bah ça m'intéresse pas quoi. En tout cas, ça c'était peut-être il y a 10 ans. Maintenant, il faut que les gens ils aient une idée bien précise de ce qu'ils veulent mettre en avant derrière. Et tu jamais été tenté de sauter le pas, tu vois, de dire: «Allez, Bah écoute, je» j'ai 50 ans. Je crois que la retraite en France, je ne sais plus trop de mémoire, je crois que c'est 64 ans. ça ouais, ça a encore changé aujourd'hui, Ah, donc dans 14 ans, je monte ma structure et parce que je ne me vois pas être à la retraite. Et donc à ce moment-là, je finirai tranquillement ma vie comme virologue et voilà quoi. Je Oui, parce que comme tu disais, ça prend beaucoup de temps, sur, enfin le projet Amertume et puis toutes les choses, que tu vas faire, qui vont graviter autour, ça prend pas mal de temps. Comment tu arrives à gérer ça? Parce que mine c'est presque 2 boulots à plein temps au final. Ah ouais, c'est 2 boulots en plein temps et je suis quelqu'un d'hyperactif. Donc je pars, enfin voilà, j'ai des to-do list à n'en plus finir avec plein de niveaux de priorité avec, donc c'est un peu compliqué. J'ai heureusement, ma femme qui est là pour, me cadrer et me remettre les pieds, sur terre, et me dire: «Bon, ben, à un certain moment, c'est bon quoi, on ne te voit plus, il faut être là, pour les enfants». Moi, j'ai 3 enfants, aussi, derrière, donc elle m'aide dans cet équilibre, mais c'est vrai que je m'épuise, moi-même et que parfois je dis: «Bon, ben, ça y est, maintenant j'ai passé une bonne nuit de sommeil» parce qu'il faut vraiment que que c'est vrai que c'est fatigant, mais tellement excitant. Voilà, les journées donc 24 heures et ce sujet, la bière, tu croques dedans et il bouge sans arrêt. T'as toujours des nouvelles choses, des nouvelles thématiques, des nouveaux challenges derrière. Donc c'est très excitant. Et tu jamais réfléchi justement tu vois, à ouvrir le projet, à travailler avec des gens, un peu pour, tu vois, à étoffer l'équipe, pour que ça Euh, soit enfin moins lourd non, mais moins prenant pour toi? Ou est-ce que tu as un côté un peu contrôle fric et que tu as ouais, du mal à c'est déléguer? autant que j'arrive très bien à déléguer dans mon boulot professionnel, autant que là, pour moi, Projet Amertume, c'est un travail personnel. Et au final, il n'y a pas besoin de rentrer dans l'équipe Projet Amertume pour que les gens qui gravitent autour de moi m'apportent des, euh, des choses. Donc non, c'est pas à l'ordre du jour. Bon, bah, à ta santé, vu que j'ai vu que tu... Ouais, ouais, et toi, tu as ouvert quoi du coup? Eh ben, ma bière que j'ai brassée avec Olivier Coponnet de la brasserie Flore pour mes 50 ans, qui s'appelle la En eau trouble. Je sais pas si on voit l'étiquette, non, c'est pas évident, avec le reflet. Voilà, c'est un espèce de pinceau dont finalement le bout du pinceau, c'est un cône de houblon. Et ce cône de houblon trempe dans l'eau et libère sa, ses huiles essentielles dans la bière. Donc en eau trouble, c'est une Lichtenheiner, 70% de malt fumé. Et dedans, il y a trois types de malt fumé. Donc j'ai pas voulu du hêtre parce que je voulais pas le côté charcuterie typique du hêtre, même si je l'apprécie beaucoup. Je voulais des choses plus douces, presque sucrées, comme le bois de cerisier peut l'apporter. Donc il y a du cerisier, de l'aune et du chêne, donc à 70%. Et donc après, bah, c'est une bière qui est fumée, légère, acide, très carbonatée, et qui passe 9 mois en plus en barrique de Côte-du-Rhône Nord, pour avoir un triptyque entre le cidre, la bière et le vin, avec en plus cette composante fumée qui a été domptée par la barrique. Parce que dans la version non barriquée, les 70% de malt fumé, tu les as dans les gencives. Oui, mais ça il y a Olivier, le podcapsuleur qui frime dans le chat parce qu'il a eu l'occasion de la goûter. Ah oui, c'est vrai.
Et d'ailleurs, je lui fais signe et je rigolais encore dernièrement quand je regardais la photo de lui avec en plein concours du Challenge Millésime Bio. On recevait les échantillons de bière qu'il fallait absolument pas comment dire, mélanger. Donc, tu as l'échantillon 1 qu'à mettre sur le rond 1, 2 sur le rond 2, 3 sur le rond 3. Puis Olivier, là, ce qu'il parvient à faire, c'est faire une pyramide avec tous les verres, quoi. Donc, ça, c'est Olivier. Ça, c'est son côté, instagrammeuse, et au niveau dégustation, donc au départ, tu as commencé avec des bières belges, à est-ce que tu t'es très vite ouvert aux différents styles? Tu vois, par exemple, est-ce que tu es allé chercher des bières en Angleterre ou essayer de faire de l'import des États-Unis, ce genre de choses? Comment s'est passé un peu, tu vois, au niveau de la linéarité de ta découverte des styles de bière? Bah, déjà, pour la Belgique, outre l'année de la bière, il y a un autre personnage important, c'est Michael Jackson, donc qui est un Anglais qui a fait le guide des grandes bières de Belgique, et c'est lui finalement qui a donné des noms à certains styles, hein, comme les bières rouges de Flandre occidentale, les bières brunes de Flandre orientale. Donc j'ai dévoré ce genre de choses. Puis quand j'ai fait le tour de la Belgique, ça a été le tour du Royaume-Uni. Donc j'ai fait 17 voyages brassicoles là-bas pour découvrir et rencontrer les brasseurs. Chaque année, j'allais au GBBF, donc le Great British Beer Festival, qui à l'époque déjà rassemblait 100 000 personnes. Donc je sais pas si tu imagines quoi, 100 000 personnes pour la bière à cette époque. À l'Olympia, Bah, ça se passait à... même maintenant, hein. Oui, 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 donc, même maintenant, mais à l'époque, Ouais, 100 000 personnes, c'est juste incroyable. c'est incroyable. Je me suis pris une claque terrible en allant là-bas. Donc, pour moi, honnêtement, s'il y a un pays au monde qui est le pays sur le plan historique, sur le plan complet, c'est-à-dire qui garde ses traditions, qui est capable aussi de faire des choses exceptionnelles sur les styles modernes, mon coup de cœur, c'est le Royaume-Uni, quoi, hein. Ça, c'est clair. Et puis après, l'Allemagne. Beaucoup de voyages en Allemagne aussi, une quinzaine. Le dernier, c'était il y a un an et demi, c'était pour aller à Bamberg, donc en Franconie. Et parce que je pense qu'il y a des styles que tu dois aller sur place pour les goûter, tout simplement. Parce qu'ils ne se prêtent pas à leur fermentation en bouteille. Et si tu ne refermentes pas une bière en bouteille, ben, elle ne se conserve pas. Donc derrière, c'est pas représentatif, soit parce que la bière est très fragile, comme une Kölsch ou ce genre de style. Donc, en plus, aller sur place, tu rencontres les gens, tu fais du tourisme, et puis Bamberg, franchement, c'est superbe. C'est vraiment superbe. Est-ce que tu tiens aussi un compte des brasseries que tu as déjà visitées? Oui, c'est sur le site. Pareil? OK. Ouais, ouais. Tu trouves ça je crois, dans la rubrique contact, tu as la liste de toutes les brasseries visitées. Du coup, hop. Et tu es à combien? Parce que là, j'arrive pas parce que alors le site est bien fouillé, mais après c'est vrai qu'au niveau de l'interface, c'est pas le plus ergonomique, Si, si, je te jure, encore en début des années 2000, il était super ergonomique. Tu avais un menu avec des boutons. Quand tu passais sur le bouton, j'avais le JavaScript qui enfonçait le bouton, qui le remettait en place. Alors arrête, s'il te plaît, hein. Bon. Bah écoute, si tu es sur la page d'accueil, tu as un menu avec tout ce qui a, enfin, c'est projet.amertume.free.fr. ouais. Quand tu arrives, là, je fais ma pub pour mon e-book, tu mets que tu n'es pas intéressé par le bouquin, et là, tu arrives sur la vraie page d'accueil où tu vas avoir les différentes rubriques. Là, tiens, je vais le faire en même temps que toi. Ah voilà, OK, ouais. Derrière, hop. Et donc là, c'est la partie l'auteur, où c'est là où tu vas trouver en particulier tout ce qui se rapporte à Emmanuel Gillard, et donc les brasseries visitées. La partie dégustation, pour en parler. La partie bière, alors je ne sais plus combien j'en ai dedans. Là, j'ai 18 760 fiches de dégustation. Ouais, j'allais dire, tu approches les 20 000, Bah, ça sera cette année. Voilà, et je compte bien faire de nouveau un brassin que j'achèterai entièrement pour l'occasion. Voilà. Tu trouves après toute la partie statistique par rapport à ces dégustations, les listes des styles, sous-styles et familles de bières
parce que finalement, BJCP, c'est très bien, tu apprends plein de choses avec eux, mais c'est quand même très orienté américain. Donc il y a des styles comme la spéciale belge qui ne sont pas représentés, ou la Netherlands Haute Bruin, ou ce genre de choses, qui étaient des styles qui, en tout cas, il y a 10-15 ans, marchaient très bien, et donc j'arrivais pas à les classer. Donc j'ai fait mon propre système de classement en style, sous-style et famille. Puis tu vas avoir la partie brasserie avec la liste des brasseries en activité, la carte interactive. Et puis tu vas avoir les étiquettes, ça j'ai abandonné. C'était à l'époque où j'étais collectionneur d'étiquettes. Donc je sais plus combien j'en ai maintenant, en tout cas plusieurs dizaines de milliers d'étiquettes françaises. Et puis beaucoup plus que ça dans les caisses en attente de ma retraite ou d'une vie ultérieure. Et puis tu as la partie documentation avec liste de revues sur la bière, de livres sur la bière, d'associations brassicoles, et puis une base de données que je viens de mettre à jour et qui regroupe plus de 20 000 références d'articles de presse sur la bière. En gros, ça peu ou prou tout ce que j'ai lu est classé. Donc, tu as actualité par an, et puis aussi, sinon, tu as les thématiques. Les articles qui traitent des styles de bière, de l'histoire de la bière, de la gastronomie, des régions brassicoles, les livres sur la bière, les personnalités brassicoles, etc. Voilà, mais je suis bien d'accord que c'est un gros foutoir. Oui, après, c'est toujours un peu la. Quand tu as énormément de choses, je pense faudrait presque se lancer de manière méthodique pour consulter le site, tu vois, se dire, tiens, je vais partir sur la thématique brasserie visitée, la thématique, parce que sinon. Enfin, moi, je sais que j'ai toujours ce truc quand il y a beaucoup d'informations, tu vois, de dire par où je démarre. D'ailleurs, si maintenant quelqu'un qui découvre ton site, tu lui conseillerais de le démarrer, comment? Tu vois, comment l'aborder pour être le plus efficace possible? J'ai pas envie qu'il soit efficace, hein, j'ai envie qu'il vienne butiner ce qu'il a envie de butiner. Je crois que je suis à 92% de gens qui viennent via le référencement et qui arrivent sur des pages directes. Donc on est vraiment dans le butinage, c'est-à-dire en gros ils ont tapé le nom d'une bière, ils arrivent sur la fiche de dégustation, par exemple, ou une thématique et ils tombent sur les références d'articles de presse correspondants. Donc c'est pas quelque chose qui se lit comme un livre. Enfin, en tout cas, c'est pas pensé comme ça. Après, si tu veux connaître la bière dans le domaine français, je fais un petit coup de pub là, excuse-moi pour mon e-book La bière en France, Vas-y, vas-y. mais c'est pour moi l'écrit représentatif de ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui devrait se passer dans le monde de la bière en France et de la bière au sens large du terme, vu qu'en fait je m'intéresse à toute la filière, depuis les semenciers, les levuriers, jusqu'aux distributeurs, donc les différents circuits de distribution, énormément de statistiques, énormément de graphes, des stats que je sors parfois moi-même de projets Amertume, c'est-à-dire dire qu'en France, à peu près 13% des marques de bière sont biologiques. Ben, je le dis sur base du fait que j'ai dégusté près de 9000 bières françaises différentes, donc c'est quand même un échantillon qui quelque part a une certaine représentativité. Donc voilà, c'est ce bouquin-là est à mon avis beaucoup plus structuré que mon site web, même si au fil des ans, là aussi, il y a de plus en plus de choses dedans, de plus en plus de sujets traités, et que l'année prochaine, je vais tout remettre à plat et repartir sur une ligne de lecture qui se rapprochera de la filière brassicole, donc tout ce qui est en amont, pour arriver finalement à la bière et pour après arriver au plus proche du consommateur derrière. Oui, parce que je crois qu'il y a pratiquement 1800 pages là sur le e-book, quelque chose comme ça. Si j'ai bien vu. Ouais, c'est ça, oui, oui, Ouais. oui. Bon, écoute, tu peux l'acheter entre 0 et l'infini, pour ce qui est du prix, vu que les gens mettent ce qu'ils veulent. Et donc, je suis pas limité par les pages. J'ai pas de volonté de faire quelque chose qui soit papier. Pour te dire, j'ai dû enlever les fiches de dégustation parce que même avec les super ordinateurs du département de l'Isère où je travaille, en allouant tout ce qu'il fallait comme CPU, j'arrivais pas à trouver un outil qui était capable de sortir un bouquin qui dépassait, parce qu'il y a 3 ans, il était dans 9000 pages à peu près. J'avais mes fiches de dégustation dedans. Et donc maintenant,
j'en serai à peu près à 20 000 pages. Et un PDF de 20 000 pages, j'ai pas encore réussi à trouver comment faire sans que soit ça prenne un temps énorme, soit que ça plante avant d'arriver à la fin. Déjà, pour arriver à faire le PDF de 1800 pages, j'ai toute une procédure. Je dois changer d'outil à plusieurs reprises parce que certains sont bons dans un domaine au niveau de la mise en page. Je commence sous Word, je passe sur LibreOffice, je finis après la maquette sur un outil en PDF. Enfin voilà quoi, c'est un peu compliqué. Alors, tu disais que tu as pas de velléité de faire de version papier, de ce livre-là ou alors en règle générale? Si, ça fait des années que j'écris un bouquin qui fait déjà pas mal de pages, qui s'appelle Les flaveurs de la bière. Et donc, en fait, quand tu écris un bouquin, soit tu es généraliste et tu parles un petit peu de tout, soit bah, tu peux parler de la dégustation, il y en a eu beaucoup, et là tu vas parler de la technique finalement, de la dégustation. Et puis là, ce projet qui me tient à cœur, c'est de prendre la bière par la notion de flaveur. Donc, dans l'analyse sensorielle, tu sépares justement les sens, c'est-à-dire ce que tu sens, ce que tu goûtes, ce que tu vois, mais dans la pratique, eh ben, voilà la preuve. Hein, lorsque je prends mon verre, je vais mettre mon nez dedans, donc je vais avoir l'olfaction, je vais avoir le goût. Et comme je viens d'avaler, ben, j'ai la rétro-olfaction, tout est mélangé. Et j'ai également le toucher, le tactile qui est présent. Donc les flaveurs, c'est l'ensemble des sens mis ensemble. Et les flaveurs de la bière, il y a un travail qui a été réalisé dans les années 60 par Meilgart, qui était assez intéressant, qui a abouti à la première roue des flaveurs et qui a défini finalement 14 grandes familles de flaveurs. Et donc dans ce bouquin, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre d'où viennent ces flaveurs, depuis les ingrédients, depuis le processus de brassage, l'influence de la garde et l'influence du conditionnement derrière. Donc on parle aussi, on croise cela avec les styles, et puis derrière on parle de notion de goût, et c'est-à-dire sous-entendu quelque chose qui est attendu dans le produit, et de faux goût, c'est-à-dire ce qui n'est pas attendu dans un style ou dans l'absolu. Donc voilà, l'idée c'est d'arriver à faire quelque chose qui soit quand même bien technique mais très pratique, vu que par exemple pour chaque goût ou faux goût, tu vas avoir le numéro sur la roue du flaveur lorsqu'il existe, les seuils de perception, les styles en particulier dans lesquels tu peux trouver telle ou telle flaveur, la molécule responsable de cette flaveur, et puis si tu l'as trop ou pas assez dans un style, comment est-ce que toi, brasseur, d'où ça peut venir et comment est-ce que tu peux corriger le tir. Voilà, c'est aussi simple. Et ça peut aller depuis des étapes de maltage ou carrément des problèmes qui sont liés à des récoltes d'orge qui ont été humides, qui ont développé des champignons qu'on appelle des fusariums. Ou, enfin voilà, donc c'est très complet. Et c'est vrai que du coup, c'est le genre de bouquin que je me dis que je finirai jamais, parce qu'au fur et à mesure, tu rajoutes des choses dedans. Mais comme je suis pas pressé, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que je passe beaucoup de temps aussi à écrire pour Bière Magazine et pour pas mal d'autres magazines en néerlandais et en anglais sur le monde de la bière. Et c'est bien sympa aussi, ça me prend du temps également. Et t'as des sujets de prédilection justement? Avant tu parlais, tu sais, de la notion de terroir dans la bière. Est-ce que, il y a des sujets qui te, je dirais, passionnent plus que d'autres? Ou alors c'est vraiment cette vision assez généraliste et globale, Alors, dans le monde de la bière en France, ce qui m'intéresse, c'est la France. Et donc d'être le plus global possible. Après, ce qui me plaît dans la bière, c'est surtout les gens qui la font et ceux qui la consomment. Donc l'idée c'est d'essayer de ne pas se limiter aux produits, mais voilà, moi je le dis sincèrement, finalement, biérologue, c'est le beau travail par rapport au brasseur, parce que euh, le brasseur c'est vraiment, surtout dans une brasserie où tu es tout seul ou en nombre limité, euh, tu tapes des journées absolument incroyables, tu démarres tôt le matin, tu portes du poids, tu as de la chaleur, une fois que tu as fait ça, ben, t'es pas encore sûr du résultat final,
Tu as encore la garde, tu as encore le conditionnement, et puis après, tu as toute la paperasse administrative, la commercialisation. Donc, pour arriver à être un brasseur qui en vit, moi, je dis bravo, parce que tu dois avoir toutes ces facettes derrière, donc ça, c'est important aussi. Après, ce qui m'intéresse beaucoup pour l'instant, c'est, t'en parler. Alors, ça dépend ce qu'on met derrière ce mot, hein, mais la notion de, de filière locale. Donc, que tu peux raccrocher à la notion de terroir. C'est-à-dire, en gros, si tu es une brasserie qui ne fonctionne que par la mode de l'éphémère, c'est-à-dire que tu dois sans arrêt produire quelque chose de neuf ou qui va étonner euh, ton cercle d'amateurs, moi, ça me pose pas de problème dans l'absolu, mais je me dis, est-ce que concrètement, les brasseurs, on pourra faire ça toute une vie jusqu'à la retraite? Est-ce qu'ils vont pas en avoir un peu marre ou s'épuiser finalement par eux-mêmes de cette recherche sans arrêt. Je parle même pas du consommateur là, hein, mais je pense aussi qu'au niveau du consommateur, la mode des brassins éphémères, etc., c'était bien sympa, mais les gens sont aussi maintenant en train de revenir vers des choses qui sont plus simples, qui sont plus équilibrées. Donc voilà, ça m'intéresse. Et je me dis que quelque part aussi, le fait d'avoir des bières ultra typées qui n'intéressent qu'une fraction très faible de la population, qu'on appelle les beer kicks, ben, ça t'oblige à avoir des circuits de distribution qui sont régionaux, voire nationaux, voire internationaux. Et puis de ce fait, ben, c'est l'anti-bière locale. C'est l'anti-bière de terroir. Et c'est un modèle qui économiquement est compliqué, vu que tu as beaucoup de transports, beaucoup d'intermédiaires, des produits qui viennent des quatre coins du monde et qui, le produit fini, sera distribué dans les quatre coins du monde. Donc on peut se demander aussi si ce modèle économique est quelque chose qui va perdurer euh, dans le futur. Donc moi je crois énormément à une chose, c'est que l'âge d'or de la brasserie artisanale craft française n'est pas fini. Il y a des segments où ça va être très compliqué, mais dans le segment que j'appelle le boulanger, c'est-à-dire le brasseur qui peu ou prou est le boulanger qui alimente son quartier, son village avec ses bières autour, je suis persuadé qu'au moins dans les 10 prochaines années, en privilégiant la vente directe, le local, l'absence d'intermédiaires, parfois l'absence de conditionnement, vu que tu tires directement depuis les tanks de garde dans le cadre d'un brew-up ou autre, c'est pour moi des choses qui font sens et qui vont continuer à bien marcher dans le futur et qui s'opposent finalement à cette notion de bière pour les beer kicks. Et d'ailleurs, j'étais avec Nicolas Dumortier, organisateur du Lyon Beer Festival, au téléphone avant-hier. Et c'est aussi le thème sous-jacent du festival. Et il va mettre en avant des pionniers de la bière. Et il y aura en particulier Daniel Thirier qui sera présent, qui est quand même un mec qui a fait Sciences Po Paris et qui a tout claqué pour s'installer dans un petit village Esquelbec et monter une brasserie. Et en plus, avec sa blonde d'Esquelbec, qui était le premier Hopi PLL de France, bien avant l'heure, quoi. Donc, voilà, je trouve ça un peu merveilleux, quoi. Oui, c'est vrai que c'est la thématique cette année à Lyon, c'est Back to the Roots. Et je trouve ils ont souvent ils tapent assez juste. L'an dernier, ils avaient fait la part belle à tout ce qui était barriquet, bière sauvage. Et puis là, il y a une espèce de retour au classique. Après, j'ai l'impression que les classiques, tout le monde dit ça revient. Tu vois, il y a un moment, on va revenir au lager. Et j'ai l'impression que parfois que ça a du mal à revenir finalement parce que nous, quand on s'intéresse à la bière, tu as une espèce d'effet de bulle, je trouve, qui correspond pas toujours au vrai marché.
Mmh. Tu vois, j'ai l'impression qu'à un moment, je me dis: «Ah bah, tout ce qui est, IPA, tout ça, les gens en ont un peu marre et veulent revenir à d'autres choses». Mais au final, tu te rends compte que ça se vend encore beaucoup et que ça reste quand même ce qui est le plus consommé, une espèce de vitrine. Est-ce que, toi, tu disais que pour toi, le marché, il est pas encore arrivé à maturité. Est-ce que tu penses qu'on arrive un peu à, je dirais, tu sais, une espèce de haute courbe avec un espèce où on arrive à une espèce de plateau et après ça va se réguler? Ou alors est-ce qu'on est encore, sur, une vraie phase ascendante, de la bière craft en France? Bah, écoute, si tu ça dépend en fait de la taille des brasseries pour lesquelles tu parles. En France, on a un marché qui est excessivement, concentré avec, 3 grands groupes, brassicoles, donc dont aucun, n'est français, hein, vu que tu as Kronenbourg, mais qui est, danois, vu que ça appartient à Carlsberg, vu que tu as donc Heineken, donc le néerlandais avec 3 sites en France et puis il a annoncé qu'il allait en fermer un, donc Stigheim, d'ici 2-3 ans. Et puis le troisième, c'est l'americano, brésilo, belgo, mondialo, Anheuser-Busch InBev, mais qui n'a même pas d'unité de production sur le territoire français. Donc eux, dans les prochaines années, leur stratégie, c'est quoi? Ben, c'est le craft washing, donc c'est créer des bières. C'est plus la course au volume. On a bien compris que déjà il y a 15 ans, ils s'étaient dit quand je vends une 1664, je fais autant de marge que si je vendais 6 Cronenbourg. Donc, ils vont vouloir continuer sur le domaine et ils le font en cachant plus ou moins leur nom derrière. Ils vont pas te sortir une Cronenbourg IPA. Si on prend l'exemple de Cronenbourg, ben, eux, ils vont plutôt travailler sur des partenariats de distribution. Ils vont faire brasser certaines bières chez des acteurs comme la brasserie du Castellet ou autres pour faire de la craft. Mais on ne dira pas que Cronenbourg se lance dans la craft. C'est pas leur objectif. Et puis la deuxième chose qui leur permettront de tenir le coup, ça va être toute la tendance qu'on appelle Beyond Beer, c'est-à-dire en gros étendre la bière à tous les produits liquides fermentés au sens large du terme. On a finalement, nous, les moyens de production, on a des plateformes de distribution, de logistique, de marketing incroyables. Donc, derrière, ben, j'entends parler un jour de kéfir, un jour de kombucha, j'entends ben, le cidre. Pour moi, le cidre, c'est quelque chose qui est enfin dépoussiéré et arrive à maturité et connaît cette petite révolution craft également. Et donc tout ça pour dire que je sais plus ce que j'allais dire, parce que j'ai beaucoup parlé et que Donc du coup, est-ce qu'on est vraiment sur le haut de la ah courbe oui, et donc on va voilà, arriver à donc un les plateau ou gros pas? les gros, eux, ils sont, sur ces 2 tendances pour vivre. Donc c'est, craft washing et puis tendance Beyond Beer, c'est-à-dire, faire plein de produits fermentés, divers et variés. Les petits, beh, comme je l'ai dit, si tu es petit, que tu fais de la vente directe et que tu veux rester petit, heu, voilà, c'est le boulanger, c'est le modèle qui fonctionne. Là où ça devient beaucoup plus compliqué, c'était un segment où il y avait quasi personne sur le marché français, c'est les acteurs de taille moyenne. Donc là-dedans, t'as quoi? T'as des gens essentiellement qui ce qu'on appelle des MDD, c'est des marques de distributeurs. Ce sont des gens qui tu sais même pas que c'est eux qui brassent. Ils brassent pour les bières de Carrefour, ils brassent les bières d'Auchan, ils brassent voilà. Ils te font ça en gros volume à des prix de revient très bas. Et c'est d'ailleurs ces gens-là ce segment-là qui fait 80% de l'exportation des bières françaises pour l'instant, c'est de la MDD. Et le principal domaine d'exportation, c'est le Royaume-Uni. On parvient à produire des bières au Royaume-Uni, pour le Royaume-Uni, mais qui sont des bières entre guillemets bas de gamme. Donc là-dedans, tu vas avoir la brasserie de Champignol, qui était un ancien site de production de Cronenbourg qui a été racheté par un groupe allemand. Tu vas avoir la brasserie, comment il s'appelle, Becker, Saint-Omer.
par exemple. Hein. Donc, il a 2 usines. Hein. Il y a une usine où il fait de la pseudo-craft, c'est son usine Goudal à Arques, qui est la réminiscence des 2 anciens brasseurs qu'il a rachetés, Brasseur de Gaillan et la brasserie Jeanne d'Arc. Et puis, là, sa méga usine Saint-Omer. Donc, tu avais ces gens-là, les MDD, dans le milieu de gamme. Tu avais quelques historiques. Bon, Météor, 100 000 hectos, La Choulette, Dhuicq, Ch'ti, donc anciennement brasserie de Bénifontaine. Et puis, tu avais les quelques personnes issues du monde de la craft, des débuts de la craft, et qui ont réussi à monter, à passer, à franchir, on va dire, le cap des 10 000 hectos. Et donc, tu vas avoir là-bas des Ninkasi, des brasseries du Mont Blanc ou autres. Donc, il n'y avait pas grand monde dans ce secteur. Et puis maintenant, tu as depuis 2-3 ans plein de projets qui montent, où tu as des gens qui sont des acteurs de taille, qui dès le départ ont des projets, et ce sont des projets qui sont des projets à 10 000, 20 000, 50 000 ou 100 000 hectos en 2-3 ans, avec un business plan, enfin, on est vraiment dans une notion de start-up, euh, dans l'idée de dire qu'on est quand même suffisamment petit que pour être flexible et pour faire, entre guillemets, de la vraie craft, mais en se disant que je vais pouvoir faire de la Vecraf à un coût de revient beaucoup moins cher que les tout petits, et que je vais pouvoir inonder le marché, et en particulier les supermarchés, les grandes et moyennes surfaces avec ça. Donc, en gros, difficulté pour les très gros acteurs. Pour les petits, je pense sincèrement, hormis le problème de la hausse des prix et de l'inflation qui pour l'instant fait que c'est très compliqué, et j'ose espérer que c'est conjoncturel, mais on en parlera peut-être après, c'est surtout dans le segment des brasseries de taille moyenne. Donc, tu as ces nouveaux acteurs comme Brickhouse, comme Nepo, ou plus récemment Brasserie de France à Beaune, qui sont, il y en a d'autres qui arrivent, hein, qui sont des projets avec des investisseurs, des gens qui parfois auraient pu investir dans la vigne ou dans ce que tu veux, hein, parce que derrière la bière, pour l'instant, il y a moyen d'avoir du retour sur investissement, donc on se lance là-dedans. Justement, j'allais dire en plus, alors ce qui est, à mon sens, problématique un peu sur ce type de format, c'est que souvent c'est des projets qui sont présentés comme étant vraiment craft et derrière, il y a des investisseurs, tu vois, il y a une espèce de alors tu parlais de craft washing, on est presque sur ce côté-là où, tu sens que les mecs aiment pas trop dire: «Bah, ouais, derrière j'ai des gros investisseurs, des machins». Ils sont toujours sur un storytelling de: «Bah, on était 2 potes, on a machin» et tu te dis: «Bah, gars, tu montes un truc qui va faire 20 000 hectos par an», tu vois? Quel regard tu portes un peu sur ces ouais, sur ces moyens formats qui sont on n'est pas sur de l'indus clairement, mais on est plus sur des projets craft comme on a eu l'habitude de les connaître. Bah, écoute, là j'ai dit 10 000 hectos. Bon, je crois que des gens comme Nepo, leur objectif sur 2023, c'est 80 000 hectos, 20 000 qui brasseraient pour eux, et 60 000 de brassage à façon. Et on est en train de s'effaroucher en se disant, bon Dieu, le monde de la craft, ces gens-là n'en font pas partie. Regarde un peu ce qu'on appelle craft aux États-Unis. Et regarde un peu la taille pour être brasseur craft. Je crois que c'est 7, 8 ou 9 fois qu'ils ont dû la repousser et l'augmenter pour conserver finalement le titre de craft. Donc j'ai envie de dire, tout est relatif. Donc pour moi, la craft, c'est pas nécessaire, enfin c'est pas que une notion de taille. Derrière, la craft, c'est aussi et surtout cinq piliers différents. Donc déjà, le faible volume de production, mais pour moi, quand tu es moyen comme ça, tu es encore dans ce domaine. La deuxième chose, c'est la notion d'indépendance. Donc, ces gens-là, je pense, sont indépendants. C'est le fait de porter certaines valeurs, que ce soit l'innovation, la curiosité, la créativité. Je pense que ces structures intermédiaires peuvent encore porter ces valeurs. Après, l'autre pilier, c'est celui du terroir. Là, c'est clair que ce sont des acteurs qui ne peuvent pas se permettre de ne commercialiser que vu les volumes, sur une surface du territoire limitée.
mais qui néanmoins ne sont pas suffisamment gros que pour malgré tout ne pas pouvoir s'inspirer de l'endroit d'où il brasse. Donc j'ai pas nécessairement d'avis positif sur critique sur les petits, les moyens, les gros. Je dis juste que euh, la France a ses particularités, beaucoup de bio, beaucoup de très petits brasseurs, des pas mal de fermiers, de fermes brasseries. C'est des choses qu'on trouve très très peu aussi ailleurs. Et puis, bah, il faut tout le monde pour que ça fonctionne. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que on parlait de l'IPA, finalement, c'est peut-être le premier style de bière que Monsieur Tout le Monde en France a pris le nom du style. Donc quelque part, si on veut que la bière craft fonctionne, et si on veut qu'on ne reste pas sur une courbe plate, comme tu disais, mais qu'on continue à évoluer, mais il va falloir aller chercher d'autres sphères, d'autres cercles de personnes, celles qui ne viendront pas d'elles-mêmes vers la bière, il va falloir aller les chercher, et ça passe, qu'on le veuille ou non, par la grande et moyenne surface, et ça passera par ces acteurs de taille intermédiaire qui sont vraiment taillés pour cela. Donc, c'est aux grandes et moyennes surfaces de jouer le jeu, et certains le font plus que d'autres, hein, mais de laisser de la place à finalement toutes les composantes derrière, depuis les bières de terroir qui finiront dans les rayons terroirs qui existent systématiquement dans les supermarchés en France, les brasseries taille intermédiaire qui feront de la craft, mais venant de marques que les Français ne connaîtront pas nécessairement, et puis les gros qui essaieront de faire de la craft en se cachant pour continuer à faire des marches derrière. Mais tout le monde a besoin de tout le monde pour que ça fonctionne. Mais en tout cas, pour que la craft ne s'essouffle pas, il faut qu'elle gagne un nouveau public, et ça passe forcément par des canaux de vente comme les grandes et moyennes surfaces, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Il n'y a pas 36 000 manières de voir les choses. Je pense aussi qu'en France, on est souvent en train de dire, dès que quelqu'un a réussi, j'ai l'impression qu'il y a une jalousie qui s'opère. Si quelqu'un a réussi à trouver des financiers pour monter un projet, et que ce projet, il a fallu mettre 15 millions sur la table, qu'est-ce que je te dis, c'est bien. C'est, moi, ça me pose pas de problème. Je dis bravo. C'est pas ça qui empêchera les petits de vivre derrière. Donc voilà, pas Non, mais la d'opposition. Mmh. Tu vois, moi, c'était plus sur vu qu'il commence à y avoir des projets avec des montages financiers comme ça, moi, j'ai toujours l'inquiétude que derrière, on se dise: «Ah bah, en fait, tu vois, dans les investisseurs, au final, il y avait, je sais pas moi, Heineken ou AB InBev Ah, ou Croc qui étaient derrière», tu vois? écoute, je pense pas. Ils sont plutôt dans la logique de récupérer ceux qui ont bien fonctionné, de de le cacher au début, de prendre une petite part de participation, et puis d'annoncer quelques années après, en ayant pris soin de conserver l'ADN de la brasserie, et donc les personnes qui l'ont créé derrière. Euh, je pense pas qu'il partirait de from scratch, hein, quand même. C'est assez compliqué, et puis ça se saurait d'une manière ou d'une autre. Donc ils sont plus dans le rachat. En tout cas, c'est ce qu'essaye de faire comment dire, Heineken euh, en France, vu que je sais qu'ils approchent plusieurs brasseries pour l'instant. Cronenbourg est plus dans une logique de partenariat, de distribution, avec leur filiale House of Beer, par exemple, où laquelle il y a pas mal de brasseries qui peuvent bénéficier de la puissance logistique de Cronenbourg, comme Pietra ou autres, pour pouvoir avoir comment ça s'appelle, voilà, une plateforme de communication à l'échelle nationale, quoi. Et justement, en parlant de mutualisation logistique, tout ça, on sait que maintenant, il y a des brasseries qui commencent à se regrouper, heu, pour justement avoir une force d'achat, force de distribution. Est-ce que toi, tu penses que c'est un modèle qui a de l'avenir justement pour que les brasseries puissent garder des formats, je dirais, tu vois, pour si une brasserie veut rester à taille humaine, mais en même temps veut passer à la vitesse supérieure? Oui, ce sont des très bonnes idées. Ça prend en France, en octobre 2022, tu avais l'exemple de Brassicop, euh, où là, ce sont 18 brasseries de la région Grand Est qui se sont
regroupées, chacune garde leur indépendance, garde leur marque, mais mettent leurs forces en commun pour la logistique et les forces de vente. Donc en gros, ça veut dire qu'ils vont avoir un immense hangar dans lequel on va trouver les références de ces 18 brasseries et stockées dans des bonnes conditions et que lorsqu'ils iront livrer les commerces, ils le feront avec un panachage de ces différentes brasseries. Donc ça, c'est des exemples qui sont très intéressants. Après, ben oui, tu peux penser aussi FFB, là, les Fabulous French Brasseurs, Brasserie de Bretagne et la Grillette, Brasserie artisanale du Sud, qui après dans son giron, tu as eu Vézelay qui est venu, et puis plus récemment, tu as eu la Brasserie du Dauphiné, donc Saint-Martin-d'Air, Grenoble. Là, l'idée, c'est de prendre des gens qui sont connus dans leur région. Bon, Artisanale du Sud, ben, le Sud, Brasserie de Bretagne, Brit, la Bretagne, Brasserie du Dauphiné, ben voilà. Donc, et finalement, d'avoir un maillage national tout en gardant malgré tout une étiquette de chacun étant spécialiste dans sa région. Donc ça aussi, ça a du sens. Tu as même eu une initiative qui était en 2019, si je me rappelle, qui s'appelle The Beers Family. C'était carrément deux vieux de la vieille. Donc la brasserie Trois-Monts, anciennement Saint-Sylvestre, qui est installée à Saint-Sylvestre-Capelle, et puis la brasserie Dhuic, qui est installée dans le village de Jeanlin, qui se sont mis ensemble là aussi pour avoir des commerciaux qui vendent les mêmes produits. Après, si on veut aller plus loin, on peut se dire quand même qu'un outil de brassage, et à une époque où on se dit euh, on se veut vert, c'est quelque chose qui sert, enfin qui dort la plupart du temps. Et c'est vrai que je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de mutualisation qui s'opère autour d'un même outil de production, au moins pour le bloc chaud, en sachant derrière que chacun aurait ses capacités de fermentation ou de barricage derrière. C'est quelque chose qui me paraît très logique et qui permettrait de diminuer fortement les coûts. Ça, c'est des choses qu'on voit encore trop peu. Mais c'est un levier, ça. Et justement, on parlait des différents formats de recensement des brasseries. Est-ce que, comment tu serais amené à considérer, par exemple, je sais pas moi, si dans un même bâtiment, tu vas avoir trois brasseries qui brassent avec chacune ses fermenteurs, mais le même outil. Euh, comment tu peux référencer ça? Est-ce que tu considérais que c'est trois brasseries ou est-ce qu'il y aurait une sorte de brasserie principale et les autres seraient toujours des gypsies ou... Ah bah, quand tu vas sur le site, je donne quelles conditions pour être une brasserie sur projet Amertume. Donc il faut à la fois la combinaison d'un lieu de production et d'une entité juridique. Donc bah, on va prendre un exemple, hein. Et pour te montrer un peu la complexité de la chose, je vais aller à Montpellier et je vais me retrouver avec ben, la brasserie Brewing Bears, qui va être en même temps sacrilège et qui héberge aussi des fermenteurs de JV Brewing. Donc comment est-ce que tu classes cela? Ben, pour moi, c'est deux brasseries et un brasseur nomade, vu que à ma connaissance, JV ne brasse pas, mais a ses fermenteurs sur place et fait brasser. Après, le dimensionnement, bah, c'est le dimensionnement de la cuve d'empâtage, quoi. Si tu dois faire 2, 3 ou 4 brassins pour remplir ton fermenteur, ce n'est jamais qu'un facteur de 4 maximum. Donc, c'est lui qui dimensionne finalement la taille de la brasserie. Là, il y a justement dans le chat Novice67 qui demande est-ce que ça peut pas créer un problème au niveau des douanes de partager le bloc chaud? Ah C'est vrai que ben, c'est une bonne question. c'est une très bonne question et j'ai envie de dire que ça dépendrait de là où tu habites parce que malheureusement, quand tu poses des questions aux douanes, elles ne répondent pas nécessairement la même chose. Ils les interprètent avec plus ou moins comment dire, De flexibilité. ouais, les choses. Euh, non, tu peux avoir la même adresse, tu peux avoir le bloc chaud. Par contre, il faut clairement que les aires de stockage des produits soient séparées et délimités. Et également que tes stocks en amont soient séparés.
Donc en gros, il faut assurer la traçabilité pour qu'on sache effectivement telle entreprise a produit telle chose et qu'à un certain moment, on puisse dire telle bière dans tel fermenteur appartient à telle société derrière. Un petit peu la même chose qu'on fait lorsque tu as des brasseries qui sont en mixte, en bio et non bio et conventionnel, qui font les deux produits. Tu peux, mais ça nécessite d'avoir aussi cette voilà, du marquage au sol, des fiches claires qui t'expliquent où est le bio, etc. Mais ça reste quelque chose qui se fait. Hein. On a ça dans les Alpes. Je connais des brasseurs dans le Trièves qui partagent leur outil de production depuis plusieurs années. Ils ont la même adresse, ça pose pas de souci. Justement, est-ce que toi, tu as des contacts au niveau des douanes? C'est quoi tes rapports avec les douanes? Parce que je pense que ça doit être une des sources d'information, pour toi, au niveau création et fermeture de brasserie, non? Bah, les contacts avec les douanes, je les ai par l'intermédiaire des syndicats de brassage, en particulier le SNBI. Par exemple, pour l'instant, il y a un dossier en cours qui est ce qu'on appelle un guide des usages de la bière. Et du coup, l'idée, c'est comment est-ce que la Direction générale de la répression des fraudes, d'une part, et les douanes, d'autre part, qui sont un peu les deux organes, on les intègre dedans. Jusqu'où on va. D'ailleurs, c'est amusant, c'est dans le prochain Beer Magazine qui va sortir, j'ai écrit un article qui s'appelle en fait, la bière, c'est quoi? Définition légale de la bière en France et interprétation par la DGCCRF. En gros, tu pars du décret de la bière, et puis tu te rends compte que il est incompréhensible et que de ce fait, les douanes et la DGCCRF, pour parler d'une même voix, ont été obligés de sortir plein de documents qui ne sont pas eux-mêmes des lois ou des règlements au sens strict du terme, mais qui ont permis déjà qu'ils parlent ensemble et qui ne disent pas quelque chose et son inverse sur le plan géographique. Donc c'est quand même des choses qui sont assez complexes. Mais l'idée, c'est de travailler en bonne intelligence avec la répression des fraudes. Je pense qu'ils sont vraiment ouverts, et les douanes aussi. Il n'y a plus cette notion de les mecs qui brassent, ils font ça au début derrière notre dos. Il y a eu, bon, il y a 15-20 ans d'ici, c'est vrai qu'il y avait pas mal de gens qui étaient un petit peu, voilà, qui déclaraient quand c'était vraiment obligatoire de déclarer. Donc maintenant, non, ça se passe bien. Mais par exemple, le code des usages dont je te parlais, c'est quoi l'idée? C'est de dire que finalement, en France, les gens ne connaissent pas les styles de bière. Quand je dis les gens, je te parle le consommateur lambda. Mmh. Et c'est normal. Si tu connais pas le style de bière, mais quand tu arrives maintenant dans un rayon de supermarché, en moyenne, un supermarché en France, c'est 80 références. Donc en 2016, c'était 43. Donc tu vois déjà un petit peu l'explosion. Tu comprends rien. Tu sais qu'à l'IPA, mais tout le reste, tu piges pas. Donc l'idée, c'est de trouver un, un langage commun entre les brasseurs et les consommateurs, qui soit un langage simplifié, qui puisse évoluer en fonction de l'évolution du niveau des consommateurs, donc quelque chose qui est amené à évoluer. Et tu te rends compte que dans le domaine de la bière, on n'a pas ça, que c'est malheureux. On l'a par exemple pour les charcutiers, les boulangers, les pâtissiers. Si tu parles d'un Paris-Brest ou d'un éclair, dans leur code des usages, ils disent voilà, un croissant, ça a cette forme-là, ça a tel type de matière, tel type de cuisson. Là où ça devient compliqué, c'est de ne pas fixer des règles trop strictes qui pourraient nuire à la créativité euh, des brasseurs et des règles trop strictes qui feraient que dans les contrôles, tu puisses toi-même te faire piéger. Exemple, on ne va pas dire à partir de telle couleur en EBC, c'est plus blond, ça devient ambré. D'accord. Mmh. On va dire ça ressemble à une bière blonde, ça ressemble à une bière ambrée. De la même manière, quand on parle de bière fortement houblonnée, on va pas dire c'est autant de BU derrière. Parce qu'il va toujours falloir, si derrière on doit acquérir des outils particuliers ou voilà, ça sera plus possible et on va limiter la créativité des brasseurs et on sera enfermé dans un propre piège. Mais l'idée, c'est d'avoir un langage commun. Donc non, les douanes, la DGCCRF,
ils font du bon travail, un travail de vulgarisation derrière. C'est pas simple dans un monde de la bière qui est un vrai feu d'artifice qui part dans tous les sens et qui les ont totalement dépassés et submergés. Et, euh, et donc, ils ont compris la nécessité de cadrer. Ils ont fait un bon travail. Par exemple, ils ont fait un guide de l'étiquetage. Euh, c'est quand même un document de plus de 100 pages pour t'expliquer comment faire une étiquette de bière. Donc, tu te rends compte que c'est pas simple, quoi. S'il faut 100 pages pour te dire comment faire une étiquette de bière, c'est que Ouais, c'est pas simple. et il y a Shoot on Fire qui justement soulève quelque chose d'intéressant, tu vois, comme il parle du pourcentage de fruits dans la bière. Moi, je sais que par exemple en Alsace, il y avait alors, un vigneron qui faisait aussi de la bière et qui avait demandé aux douanes est-ce que ce qu'il faisait c'était de la bière ou pas, et qui s'est retrouvé au final, la douane lui a dit non, en fait, c'est pas de la bière, c'est des prémix avec la taxe prémix qui est ultra chère, parce qu'il y a normalement, je crois que c'est 10% de fruits, un truc comme ça, pour que ça soit considéré comme de la bière, mais après, c'est encore si tu mets de la purée de fruits, si tu mets du fruit entier, c'est encore différent. Et Tu en vois, fait, est-ce qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus, tu penses? ben, disons que justement, il y a des zones d'ombre. Le texte, l'article premier du décret, il dit c'est un apport à minimum de 50% des matières amylacées proviennent de céréales, maltais ou non. Donc, si derrière tu mets du mou de raisin à hauteur de 50% et que le reste, alors déjà, il ne précise pas si c'est en poids ou en volume. Donc, donc ça veut tout dire et ça veut rien dire. Mais ça voudrait dire que si je mets 50% de jus de raisin et 50% d'un jus issu de céréales, c'est bon. Mais concrètement, je vois pas comment, du coup, sur le produit fini, on pourra faire une analyse qui te dira le texte de loi a été respecté ou pas. Donc on est vraiment dans une notion qui est un peu compliquée. Après la taxe prémix dont tu parlais, ça c'est encore autre chose. C'est lié à un taux de sucre dans le produit résiduel qui, lorsqu'on le dépasse, amène à avoir une taxation qui est en effet très chère et ça peut arriver si tu utilises énormément de fruits ou de sirop dedans. Donc là, il faut en effet faire attention de ne pas se trouver dans le cadre de cette taxe. Mais là où ça va devenir problématique, moi je connaissais un brasseur, il n'a pas payé cette taxe aux douanes pendant plus de 10 ans parce qu'il mettait du miel dans toutes ses bières. Et jusqu'au précédent décret, les matières animales étaient interdites. Donc lui, il mettait un peu de miel parce qu'il était apiculteur, donc il mettait j'ai du miel, donc il ne pouvait pas mettre bière, il mettait boisson à base de céréales, etc. C'était écrit en tout petit derrière, mais personne aux douanes ne savait comment le taxer. Donc on a dit, bah, écoutez, on va attendre, provisionner l'argent de côté, etc. Bon, il a fait faillite, je ne sais pas comment c'est fini cette histoire, mais c'est pour montrer un peu que toute la difficulté qui va être d'autant plus importante que pour l'instant, les différents mondes sont en train de se mélanger. Donc, le monde du vin, le monde du cidre, le monde de la bière se rapprochent les uns des autres. Et tu arrives dans des produits hybrides qui sont très difficilement classables et qui sont d'autant plus difficilement classables que les taxes en France sont bien moins élevées pour le vin que pour la bière et qui a donc des vrais enjeux financiers derrière, à la fois pour les producteurs et à la fois pour l'État. Donc, c'est un peu compliqué. Je rappelle quand même qu'une bière à 1% d'alcool en volume est taxée de la même manière qu'un vin, quel que soit son degré d'alcool. D'accord, hein, le vin, lui, il n'est pas taxé en fonction du degré d'alcool, il est taxé en fonction du nombre d'hectolitres produits. Alors que nous, c'est le degré alcoolométrique par hectolitre pour la bière. Donc on n'est déjà pas sur des bases qui sont identiques et on ne l'est pas non plus sur des bases identiques, même pour la bière, vu qu'il y a ce chiffre de 200 000 hectos dans la loi qui définit en dessous de 200 000, tu es un petit et au-dessus, tu es un grand. Puis quand quelqu'un me dit, ben, moi, une nanobrasserie, c'est en dessous de 200, etc., etc., ça, c'est toi qui le décides et qui définit ce terme. Il n'y a pas de règle précise. La seule règle en France, c'est 200 000. Voilà. Ouais, justement, parce que tu vois, tu parlais d'hybride. On sait que le cidre, il y a une sorte de. Le cidre commence à arriver en France, enfin le cidre craft en tous les cas. Et tu as des hybrides bière-cidre. Et souvent, tu dis, si tu travailles en collaboration avec un cidrier,
as presque plutôt intérêt à le faire passer, Ah bah sur oui. sa prod à lui parce que, pareil, la taxation, elle est pas la même, c'est Oui, beaucoup oui, oui. plus avantageux, quoi. Alors étonnamment, les gens ne jouent pas à ça. Mais ça permettrait de faire avancer les choses. Mais c'est très compliqué, hein, le rapport à l'alcool, en France, c'était, Bruno Le Maire, je crois que c'était il y a 3 ans seulement, hein, qui, disait, «Le vin n'est pas un alcool comme les autres». Donc là, tu en 2020, je pense que c'était ça, et t'as as un politique, qui te sort ça, tu fou, quoi. C'est excuse-moi, mais de l'alcool, c'est de l'alcool, quoi. Tu Oui. peux pas, enfin, c'est la même molécule, derrière. Donc là aussi, les choses, changent. On est à plus de 8 000 emplois, directs, liés aux montes de la bière en France, donc ça crée un poids, finalement, qui, commence à être audible, heu, au niveau, du monde politique. Non, en effet, je vois là, il y a pas beaucoup de brasseries en France à plus de 200 000 hectos. Mais en fait, pourquoi c'est 200 000? Parce que c'était la retranscription d'une directive au niveau européen. Et donc, bah, les 200 000 pouvaient avoir, je pense, du sens au niveau, européen. Il y a pas mal de brasseries qui sont à plus de 200 000 en Belgique, par exemple. Il y en a, oui, plus en Belgique qu'en France, ça c'est clair. Alors qu'on a 5 fois moins de brasseries, en Belgique. Mais c'est un chiffre qui a été, je pense, pondéré, mais à l'échelle de l'Europe, quoi. Est-ce que toi, tu as eu vent ou est-ce que tu penses que ça va justement se structurer de manière un peu plus formelle? Parce que voilà, comme dit, on sait que ces dernières années, il y a une explosion des brasseries en France. On sait que c'est un marché, ultra dynamique, mais on a vraiment l'impression que ça reste sur des «codes» entre guillemets qui n'ont pas bougé depuis des années. Est-ce que tu crois qu'il y a une volonté politique de justement cadrer ça un peu plus, de dire: «Ça, c'est une nano-brasserie, ça, c'est une brasserie», enfin, qu'est-ce que le craft, enfin, ou l'artisanal? En tout cas, je suis persuadé que le décret bière tel qu'il est maintenant, n'a jamais été d'ailleurs, compréhensible, et pourtant il a été réécrit, il y a pas si longtemps que ça. Et donc, maintenant qu'il y a un bon dialogue, avec la DGCCRF, je pense qu'en effet, il serait opportun de s'asseoir, autour, de la table, et de dire, clairement, ce qu'on veut mettre. Heu et pour ça, on a la chance d'avoir, 2 syndicats, le SNBI et Brasseurs de France, qui sont les bons outils, pour être les relais, les interlocuteurs auprès de l'État français. Donc je ne désespère pas, je ne sais pas quel sera le déclic, qui fera que, mais en tout cas, on peut pas rester avec un décret bière qui est aussi, inadapté, hein. Je sais plus, je crois que l'article 2, il te parle de gueuse, quoi. Il dit: «Une gueuse, c'est une bière de fermentation lactique». Heu, ça tient une ligne, ça c'est l'article numéro 2. Bon, OK. À part que non. En plus, à part que, tu peux avoir de la fermentation lactique, sans que ce soit une gueuse, qu'une gueuse, c'est pas que de la fermentation lactique, qu'en plus la gueuse, ça a une connotation, très précise, en Belgique. En tout cas, la eau de gueuse, eau de crique, sont des appellations d'origine protégée, au niveau européen. Donc on se demande un peu, c'est à quoi ils jouent en sortant le mot gueuse enfin, tu vois? C'est pour te dire, donc je pense que ça serait bien, c'est un moment que les sachants, puissent s'asseoir autour d'une table, créer un cadre qui corresponde plus à la réalité et qui permette, de ne pas brider la créativité. Quelque part, la créativité, tu la brides pas. Comme on dit, les gens vont quand même, aller vers ce monde hybride et toutes ces expérimentations, de fermentation, après des années, de houblon. Là, maintenant, ça va être les années levure. On voit que ça bouge énormément. Rien qu'en 2022, tu as plein de choses qui se sont passées, dans le monde de levure. Si la bière sans alcool, le segment des nolos, fonctionne bien et ont du goût, c'est parce qu'ils ont du goût. Et s'ils ont du goût, c'est parce que derrière, on ne désalcoolise plus. C'est parce qu'on a trouvé, des levures qui sont capables de finalement, synthétiser, tous les déchets, fermentaires qui apportent du goût, sans avoir, l'alcool, derrière. Donc voilà, ça bouge, et à un certain moment, lorsqu'il y a trop de retard au niveau de la loi, ils sont obligés de rattraper le coup, mais ça serait bien qu'ils mettent les sachants dans la boucle la prochaine fois, parce que là, ils te définissent bière de garde ce que c'est.
d'après la loi française, bière de garde, c'est tu as eu une garde d'au moins 20 jours. Voilà. Mais pour beaucoup de gens, ils râlaient dans le nord de la France parce que pour eux, ils militaient pour essayer d'en faire un style. Tu vois à quel point c'est- Et justement, quand tu dis les sachants, tu penses que c'est le rôle des syndicats ou est-ce que ça devrait être des collèges, avec, des acteurs de différentes filières, de Bah, les syndicats sont les bons interlocuteurs parce que ce sont ceux qui sont reconnus officiellement par l'État français. Par exemple, Brasseurs de France, c'est lui qui fournit les statistiques françaises qui après sont reprises au niveau européen. Tu sais, chaque année, tu as le rapport européen, les chiffres sont fournis par Brasseurs de France. Maintenant, les syndicats ne peuvent pas être seuls dedans. Donc, le code des usages, ils le font avec des birologues, ils le font avec des brasseurs. Et c'est à la fois leur crédibilité et leur intérêt. Parce que tu peux pas pondre un truc et voilà, donc c'est forcément collégial, ça c'est sûr. ouais, tu penses que c'est vraiment, faut vraiment s'appuyer sur ces acteurs, enfin «politiques» entre guillemets, c'est eux les bons interlocuteurs, parce ils savent, agréger en fait les différentes informations et Oui, ils ont les contacts de toutes les personnes qui peuvent avoir un discours complet, représentatif euh, des problématiques terrain, voilà. J'entends souvent les gens qui disent on a un décret bière, mais la manière dont on brasse une bière dans une usine ou dans une petite brasserie, euh, c'est des produits qui au final sont différents. Mais non, tu as quand même qu'un décret derrière. Et je pense pas qu'il y en aura deux ou trois dans le futur. Donc il faut bien qu'à un certain moment, toutes ces composantes, petites, moyennes ou grandes, euh, s'assoient autour d'une table pour trouver quelque chose qui convienne à toutes et à tous. pour toi, quel est le prochain, je dirais grand changement qu'on va peut-être pouvoir observer dans les années qui viennent, si grand changement, il va y avoir? Écoute, moi j'aimerais bien qu'il y ait un style qui soit français. Je dis pas nécessairement qu'il soit classé et reconnu au niveau du BJCP, comme les Italiens ont réussi à le faire avec Les les Grey Pale, Italiennes. Mais on a un patrimoine en termes de viticulture, de parcs de barriques qui est énorme et qui est suffisant pour en faire des gros volumes. Alors que pour l'instant, quand on parle de bière barriquée, nous, dans notre domaine, on en parle beaucoup, mais ça reste un épiphénomène pour une minorité. Donc je pense qu'il y a un vrai coup à jouer. Les Italiens, eux, ils travaillent essentiellement sur le mou de raisin dans leur style. On peut travailler aussi sur les mares, on peut travailler sur les lits, on peut travailler sur des bières mutées avec des alcools de vin. Voilà, il y a plein de manières d'appréhender le mix entre la bière et le vin et d'apporter une pâte qui soit typiquement française. Donc ça me plairait bien, voilà. C'est pas une tendance, mais c'est quelque chose qui, à titre personnel, je pense à Elisabeth Pierre aussi, c'est son grand dada, de se dire, il faut absolument qu'on trouve un style de bière pour que la France ait quelque chose. La Cervoise, tu penses que c'est bien? Ou alors Pelfort, finalement, c'était la brune française, c'est un style en soi-même. Enfin, tu vois. Mais finalement, ce style, il est pas. Je pense pas que du côté des styles historiques on trouvera quelque chose et ce style doit être construit. Et pour cela, il faut un cahier des charges. Voilà. C'est un petit peu comme le travail qu'a fait le SNBI sur la bière au houblon frais. C'est quoi du houblon frais? Ben, c'est quoi? C'est 24 heures, 48 heures? Est-ce qu'on a le droit de le congeler? Est-ce qu'on a le droit de le sécher un minimum, ne fût-ce que pour faire qu'il se conserve quelques jours, etc., etc. Donc là, il y a eu en 2021 un premier cahier des charges qui a été fait, qui définissait, voilà, c'est ça une bière houblon frais. Ben, de la même manière, tu peux commencer par définir un style si derrière il y a suffisamment de personnes qui le brassent, il devient représentatif et de ce fait, ça devient un style à part entière. Shoot on Fire qui parle du Gruit, ouais, je suis pas Bah, le gruit, c'est pas franco-français.
c'est c'est international et c'est historique. Hein, parce que finalement, on a toujours mis des plantes, des fruits dans la bière. Et puis le terme gruit, il est même plutôt historiquement lié à la Belgique, alors que les Anglais, les Américains, ils appellent ça tout simplement, enfin la catégorie équivalente dans le BJCP, c'est spice slash herb slash vegetable. Alors que le gruit, c'était une taxe médiévale qui était, on ne pouvait pas mesurer le taux d'alcool, on n'avait pas les outils, on ne pouvait pas mesurer le volume produit, on n'avait pas les outils. Donc, on mesurait quoi? Ben, on envoyait des inspecteurs qu'on appelait les goudaliers qui allaient goûter dans les débits de boissons le produit fini et ils devaient retrouver dedans le goût typique d'un mélange d'épices qui était lié à la région où ils étaient brassés. Et ces épices, finalement, c'était ce qui coûtait cher et que les gens devaient aller chercher dans la Groothuis, donc en néerlandais la maison du gruit, et ils repartaient avec ces épices et ils les mettaient dedans. Donc en gros, ils s'étaient acquittés, vu qu'on sentait ce mélange d'épices. Enfin, quand je parle d'épices, c'est épices et aromates. Parce que en gros, la différence, hein, épices et aromates, c'est chlorophylle, pas chlorophylle. Les aromates, c'est avec chlorophylle. Quand c'est dépourvu, c'est une épice. Et donc, c'était des mélanges d'épices et d'aromates qui étaient suffisamment différents de ceux du voisin et, si possible, contenaient des plantes qui avaient des capacités clarificatrices, conservatrices. Le houblon en faisait partie, mais tu avais la myrte des marais, tu avais plein d'autres choses dedans. Mais voilà, c'était quand même le gruit était quand même très lié à l'histoire de la Belgique et de tout temps. La crique, c'est pas quelque chose qui est né dans les années 80, quoi. C'était mettre des cerises dans la bière et les variétés de Scarbeck, c'était depuis le début. C'est pas quelqu'un qui s'est dit tiens, je vais mettre des cerises dedans et pourquoi cette cerise-là? Parce que c'était quelque chose qui allait bien pour adoucir le produit, le rendre buvable, qui était disponible localement et donc je sais pas, non, mais oui, c'est encore une diversification possible. Non, dans les choses qui bougent beaucoup pour l'instant, c'est qu'il y a de plus en plus de distilleries qui sont liées au monde de la bière. Voir des gens qui arrêtent de brasser parce que ils sont passés carrément de l'autre côté, voir des gens qui montent des sociétés différentes. Ça a été le cas avec Saint-Germain, page 24, où ils ont créé la distillerie TOS sur le côté. Je continue à croire dans les bières sans alcool ou faiblement alcoolisées. Ça, c'est vraiment quelque chose. Les jeunes, maintenant, ils consomment moins d'alcool, c'est sûr. Il y a une prise de conscience croissante par rapport à la santé. Et puis, bah, si tu as des problèmes et que tu trouves que les taxes sont chères, finalement, arriver à faire une petite bière à 2, 3, 4% pleine de caractère, c'est un moyen de payer aussi moins de taxes. Donc, bingo, quoi. Hein. Et puis, tu as les nouvelles méthodes de production avec ces levures maltoses négatives ou autres qui t'offrent cette possibilité. Ouais, tout ce qui est bière à base de raisin, j'en ai parlé, bière au houblon frais. Euh, tu disais, oui, les bières houblonnées, IPA, etc., ça existe toujours. Ben oui, on avait dit que ça se planterait la gueule et en fait, il y a à la fois de la créativité tout le temps. Hein, maintenant, les derniers trucs, c'est les No Coast IPA ou les Cold IPA. Et en même temps, en parallèle, ben, on a envie c'était quoi l'IPA au tout début, retrouver le véritable English Oui, c'est vrai IPA. qu'il il y a eu un moment où il y a eu un gros retour des West Coast. Les West Coast, les old school IPA, etc. Donc, Ouais. c'était super sympa et très étonnant d'avoir ces bières très douces, très fruitées derrière. Mais je pense qu'on arrivera dans le futur à avoir des produits qui sont beaucoup plus simples, euh, beaucoup plus équilibrés. Et cette simplicité, cet équilibre, c'est aussi possible parce que les brasseurs ont maintenant plus de technicité, plus de maturité. Il faut quand même se dire que dans les années 2000 à 2005, plus de 50% des bières françaises que je buvais étaient proches d'être imbuvables. Donc le craft était tout sauf le symbole d'un produit intéressant. Voilà. Donc maintenant, on a aussi éduqué euh, le consommateur, les brasseurs se parlent avec les réseaux sociaux, ça a quand même été avant quelque chose d'incroyable avec les groupes Broulalous ou autres où les gens Mm. n'ont pas peur de dire j'ai des problèmes dans tel ou tel domaine, qu'est-ce que vous me conseillez, etc. Ça a permis aux brasseurs de ne pas se refermer sur eux-mêmes.
Voilà. Après la barrique, ben, j'ai dit oui, on a le parc de barriques pour le faire. Et avec trois axes différents, hein, barrique usagée ou la barrique pour l'acidification, donc c'est-à-dire en gros comme maison pour toute une série de bactéries qui apporteront leurs pattes derrière. Et puis certains brasseurs le font, mais pas beaucoup. Je pense par exemple à Bruel, travailler avec des barriques neuves pour aller chercher le tanin, le toastage de la barrique. Il y a des travaux en cours pour l'instant afin de créer des gammes de barriques qui sont adaptées pour tel ou tel style de bière. Et puis, en fait, tu as plein d'essences de bois que tu n'as jamais testé pour faire du barricage. Pense un petit peu quand on a sorti à 7-8 ans les premières bières sur bois de Palo Santo. Les gens se ramassaient une claque et tu le reconnais, quoi. Le Palo Santo, il a une signature. Mais en fait, dans la forêt brésilienne ou autre, ils ont plein d'arbres. Et je sais qu'il y a des travaux qui sont réalisés pour l'instant par l'Université catholique de Leuven en Belgique, où ils sont en train de tester une cinquantaine d'espèces de bois exotiques qui ne sont pas protégés, et pour voir ce que ça peut donner dans le monde de la bière. Et les Brésiliens aimeraient bien eux aussi créer des styles spécifiques en passant par ces... Voilà, donc tu vois, c'est ça aussi qui est excitant, c'est que ça bouge sans arrêt, quoi, dans le monde de la Tu l'as bière. évoqué rapidement avant, tu parlais du BJCP. Quel regard tu portes, toi, sur le BJCP? Parce qu'il y en a certains qui disent que ça a un côté, c'est trop cadré, que ça évolue pas assez. Il y en a qui disent qu'en fait non, au final, le BJCP, c'est quand même s'adapter. T'entretiens quel rapport, toi, au BJCP? Je trouve que c'est plutôt la deuxième chose, hein, c'est-à-dire que ils ne peuvent pas céder à la mode à l'instant T en disant ah ben tiens j'ai lu que Cold IPA c'est cool, on va en faire un style. Donc un style il naît et il meurt, et il faut tout simplement qu'il y ait un nombre suffisamment important de brasseurs qui le pratiquent pour que derrière il apparaisse dedans. Donc ça prend un certain temps pour être sûr que effectivement c'est stable et ce n'est pas un effet de mode. Après, il faut bien comprendre l'objectif même du BJCP, c'est quoi? C'est d'aider à classer les bières dans les concours. Donc, ils sont dans cette logique. Et quand tu as des concours aux États-Unis, tu te retrouves avec des milliers, voire des dizaines de milliers d'échantillons. Donc, ben forcément, ils ont été obligés de segmenter, de sursegmenter, parfois en arrivant dans des choses qui en sont presque comment dire, peuvent paraître abusés. En se disant c'est quand même incroyable qu'il y ait autant de sous-catégories, mais non, si tu as un concours de taille intermédiaire, tu vas regrouper certaines sous-catégories pour en faire une catégorie plus large. C'est pas un souci. Donc c'est un outil qui sert pour les concours. Donc à ce titre, pour moi, il est bien. Après, ce qui m'embête, c'est que c'est un outil américain et que quand les Américains qui l'écrivent disent ben, un style de bière belge, la Belgian Triple, c'est ça. Euh, et là, j'en veux aux biérologues belges. Ils n'ont pas levé la main en disant non, les gars, vous déconnez. Ça, c'est votre interprétation du Belgian Triple, mais nous, c'est pas ça du tout. Et quelque part, on s'est fait un peu déposséder par les BJCP de ce qui était tel ou tel style de bière belge, parce qu'on n'a pas été capable de les protéger. Heureusement, il y a eu finalement la Haut de Gueuse, la Haut de Crick, avec la création du Oral, le Haut-Grade, Vorambuchtele Columbic, le Haut Conseil du Lambic artisanal. Mais pour le reste, regarde le nombre de biérologues belges qu'il y a dans les concours internationaux. Ben, c'est pas du tout représentatif du nombre de styles qu'il y a derrière. Donc c'est un vrai problème. Donc le BJCP, forcément, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Dans les points négatifs, je dirais que c'est justement le fait qu'il est écrit par des Américains pour des Américains. Après qu'il soit écrit pour faire des concours de bière, ben, c'est un outil qui est très utile pour cela. Pareil sur le côté enfin, pour parler dégustation, est-ce que toi, tu utilises Untappd? Est-ce que tu l'utilises pas? Est-ce que tu es pour Untappd ou non? Est-ce que ça t'aide dans ton travail pour le projet Amertume? Alors oui, il m'aide dans mon travail, par exemple, quand je ne sais plus si une brasserie existe encore ou pas. La société, elle est toujours classée comme ouverte, mais ça peut rester comme ça pendant 10 ans avant qu'elle disparaisse.
Donc du coup, ça me permet de voir si, les dates des dernières dégustations et si je sais qu'il y a vraiment plus aucune dégustation, ça peut m'aider pour la classer, comme fermée. Ça me permet aussi parfois de récupérer les visuels, d'étiquettes, de bières que j'ai bu à la pression et ça me permet de récupérer les informations, qui m'intéressent sur les ingrédients et cetera, vu que je reprends ça dans mes fiches, de dégustation. Donc Untappd m'intéresse d'une manière, indirecte, pour, compléter mes fiches de dégustation. Heu, Après, bah, écoute, c'est un je on a déjà tout dit en fait sur le sujet, donc je vois pas ce que je pourrais dire de plus. Si ce n'est que ben, c'est vraiment l'outil parfait pour faire en sorte que d'une part tous les billets possibles de dégustation soient dedans, c'est-à-dire qu'en gros tu regardes la note de la bière avant de l'avoir dégustée et tu te dis que si tu mets pas la même c'est que t'es bizarre, t'es pas dans la norme, donc quelque part t'es un peu différent. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est le brasseur là-dedans et ceux qui sont pris au piège euh, de cet outil et qui, au final, en arrivent même à faire des produits qui ne sont pas ceux qu'ils voudraient faire, mais dans le seul but de garder un bon score dessus. Là, ça me gêne. Ça serait l'asservissement du brasseur par rapport à cet outil. Après, c'est voilà quoi. Et moi, j'aime bien faire des dégustations en aveugle avec des bières kicks et après leur dire, ben voilà, t'as bien aimé telle bière industrielle, etc. Et t'as les gens, ils deviennent honteux, tu diras jamais ça. Il y a des brasseurs craft qui font de la bière de merde et des industriels qui font des trucs sympas et puis c'est tout. Quoi. C'est un reflet de la société finalement. Alors, on commence à approcher, doucement des 2 heures. Est-ce que Waouh. toi, tu avais, oui, ça passe vite. Est-ce que toi, tu avais un sujet qu'on n'a pas abordé, dont tu aimerais parler? Ou peut-être dans le chat, il y a encore des gens qui ont des questions un peu plus spécifiques, Bah, écoutez, s'il y a des questions dans le chat, en effet, allez-y. Mais ou sinon, on n'a peut-être pas parlé de la partie brasserie verte, éco-responsabilité. Euh, c'est peut-être j'ai envie de dire le seul sujet dont on n'a pas réellement parlé. Et c'est vrai que si, ben si, il y a un sujet quand même. Un sujet dont on n'a pas du tout parlé, et là je m'en veux vraiment, c'est les problématiques actuelles liées à l'inflation qui causent des dommages très importants aux brasseurs et d'autant plus important que lorsque tu avais le Covid-19, tout le monde avait, euh, petit ou grand, était devant des règles du jeu qui étaient les mêmes. Là, ben, t'as pas du tout la même chose. Tu peux avoir un brasseur qui paye son électricité un certain prix, puis son voisin à 100 mètres à côté qui lui va la payer 7-8 fois plus cher. Donc on voit qu'il y a une distorsion du marché euh, qui fait que certains acteurs sont dans des situations compliquées. En particulier ceux qui ont démarré, qui ont des investissements, des prêts, etc., et qui derrière sont pris à la gorge. Donc, et ce qu'il y a d'embêtant avec ça, c'est qu'on n'a pas de visibilité. On ne sait pas trop comment tout cela peut se finir. C'est frustrant, c'est énervant, c'est quand tu vois que les entreprises du CAC 40 n'ont jamais fait autant de bénéfices derrière, que les verriers ont augmenté en moyenne de 40% ce leur que bénéficiaire. ce que j'allais dire, les verriers qui ont augmenté les tarifs en prévision d'eux et au final qui ont fait, énormément de bénéfices, et c'est les brasseries derrière qui Il ferait bien de trinquent, faire gaffe, hein, il ferait bien de faire gaffe parce qu'ils vivent aussi par les brasseurs, hein. Donc s'ils comprennent pas que c'est du gagnant-gagnant, voilà. Et c'est pas fini parce que je sais que les viticulteurs maintenant s'y mettent aussi parce qu'ils râlent sur le prix du vin, parce que, enfin du verre, pardon, parce qu'ils connaissent aussi pour l'instant une passe difficile. Et donc, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué et pour la première fois, la prochaine mise à jour que je vais faire sur Projet Amertume, je vais avoir un ratio ouverture-fermeture qui sera grosso modo de 1,5. Donc en gros, pour 1,5 ouverture, j'ai une fermeture. C'est énorme. C'est voilà. Donc il y a vraiment pour l'instant pas mal de gens qui
qui mettent la clé sous la porte, mais ça reste toujours très dynamique avec plein de créations de brasseries, plein de projets. Donc on ne s'essouffle pas dans le rythme de création. Il y a tout simplement plus de fermetures, ce qui fait baisser le ratio derrière. Et je comprends aussi que après le Covid, de taper la hausse des prix, qu'il y en ait certains qui baissent les bras, quoi. Oui, Donc, moi j'ai l'impression, après moi je le fais de manière plus délétère, mais j'ai l'impression qu'il y a pas une semaine sans une fermeture de brasserie en ce moment, quoi. Alors je sais pas si c'est une impression que j'ai ou bah, on est dans une période où, de toute façon, on se dit ah, il va y avoir des fermetures, donc forcément, quand suffit que tu achètes une voiture pour te rendre compte qu'il y a plein de modèles qui sont le même autour de toi. Là, on est dans une période où on médiatise plus les fermetures. Donc on a peut-être cette impression. Donc il faudra attendre et d'avoir un peu de recul de quelques années pour voir effectivement ce que l'inflation aura fait comme mal au secteur. Par contre, oui, il y a des vrais cas de personnes qui mettent la clé sous la porte directement à cause de l'inflation comme cause principale. Voilà, et cause principale de fermeture en France, peut-être que pour l'instant c'est l'inflation. Ça a jamais été la concurrence, en tout cas pour l'instant. Ça a été des problèmes de santé, ça a été des problèmes d'associés qui voulaient reprendre leur bille, qui faisaient capoter une structure juridique, ça faisait voilà. Mais là pour le coup l'inflation c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal. Et je pense que 2023 va être une année charnière à ce sujet. Et en 6 mois il peut se passer beaucoup de choses. on va dire c'est bien, on termine sur une note positive, Bah, je vais m'ouvrir un cidre alors pour terminer sur une note positive. Ah non, mais c'est vrai que ouais, le cidre, c'est aussi un vrai sujet, je pense faudrait que je trouve faut que je trouve un cidrier pour faire un épisode sur le cidre aussi, parce que je trouve ça intéressant, j'ai l'impression qu'on retrouve un peu l'excitation des débuts de la craft, là dans le cidre, Bah, c'est un produit qui est resté avec une image vieillotte, désuète pendant des années et qui explose maintenant avec une jeune génération. Et en tout cas sur Grenoble, tu as au moins un bec cidre dans chaque bar craft, avec des produits barriqués. Là, c'est comment dire, fumé, pommes fumées au bois de hêtre ou des cidres houblonnés, etc. Bon, mais ça reste des cidres. À la limite, j'ai envie de dire que le cidre à toutes les sauces a plus de chances de rester un cidre qu'une bière. Ou parfois, tu es dans tes tels excès que pour moi, les marqueurs organoleptiques, ceux que j'attends du produit bière, ne se retrouvent plus dans le produit fini, quoi. ouais, parce qu'après sur un cidre, tu as le fruit, la pomme qui est au centre du produit. Si tu commences à lui mettre des adjonctions de fruits, comme dans la bière, tu es vraiment plus du tout tu t'éloignes vraiment du produit initial, donc ouais, c'est vrai qu'il y a Ouais, mais enfin, tu retrouves malgré tout la pâte du cidre plus facilement lorsqu'il y a des ajouts que dans la bière. Et c'est vrai que, par exemple, un truc qui est assez étonnant, c'est les cidres monovariétaux. Un petit peu comme les single hop de la bière. C'est très intéressant parce que tu découvres vraiment un type de pomme derrière et qu'en général, on n'a jamais fait ça parce que tu avais les pommes à dominante sucrée, les pommes à dominante acide, les pommes à dominante amère et tout l'art, c'était justement de mélanger les trois pour obtenir un produit fini qui soit intéressant. Mais là, ça veut dire que les palais des gens, il y a suffisamment de personnes qui sont intéressées pour aller vers ce genre de produit et donc on voit que quelque part, en effet, c'est mature. Et tu voulais une note positive pour finir, hein? ouais, oui, La c'est passion. Tiens, finissons avec ce cidre, du coup. Il est pas français, je suis désolé, il est anglais. bah, après moi je sais que les premières fois où j'ai bu du cidre craft, je crois que ça devait être en Angleterre, où j'avais, même rien que des becs de cidre. C'était vraiment en Angleterre que j'avais découvert ça et c'est vrai que maintenant, moi je vois, sur Strasbourg, on a un brewpub, la Roue Libre et ils ont souvent, sur un des becs, ils ont un cidre et c'est vrai que je trouve ça intéressant. Quand tu C'est parles de c'est une autre beer proposition. pour les Anglais, dedans, ça inclut tout ce qui est fermenté, donc les cidres, les poirées. Si tu vas au GBBF, l'événement dont je te parlais où il y a 100 000 personnes, tu as aussi le cidre et les poirées qui étaient déjà présents à l'époque et qui sont des catégories à part entière.
Et l'année passée, au France Beer Challenge, j'étais dans le jury où on a eu le kombucha. Donc tu vois, quelque part, le kombucha est rentré aussi dans cette appellation plus large des produits fermentés par opposition aux produits distillés. Voilà, donc donc en synthèse, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on pourra en refaire un dans un an. On aura Oui, encore plein de choses à se dire parce que entre-temps, ça ça aura évolue, ouais, c'est ce qui fait que le marché aussi, et enfin le marché de la craft est aussi intéressant. C'est que ça, comme dit, moi, ça fait quand même relativement peu de temps que je m'y intéresse, mais ça évolue tellement vite, et puis, des fois on se dit: «Tiens, on peut avoir des certitudes sur certains sujets» et 1 semaine après on se dit: «Mais en fait, non». Moi je trouve que Il y c'est a ça qui est plusieurs intéressant. échelles de temps. Il faut s'intéresser à l'instantanéité, ce qui se passe, mais c'est toujours intéressant aussi de prendre un peu de recul et de voir comment les choses ont évolué sur, les dernières années et puis ne pas regarder le nombril, franco-français et voir aussi comment ça se passe, ailleurs parce que tu as beaucoup à apprendre et finalement, c'est vrai qu'encore une fois, on a 15 ans de retard sur les Américains et ce qui se passe là-bas, bon, arrive plus vite maintenant. Il y a plus ce décalage aussi important, mais c'est vrai que ça reste quand même un laboratoire des tendances hein, qui est important. Est-ce que tu penses qu'il y a justement un moment où on va réussir à s'émanciper? Tu vois? Parce qu'effectivement, on est, sur le modèle, je dirais nord-américain, avec un certain décalage, comme tu disais, qui se réduit. Mais est-ce que tu penses qu'à un moment, on va réussir vraiment à s'émanciper? Ça rejoint un peu la Voilà, création d'un style de bière français qui serait une carte de visite et qui ferait que finalement la France existe sur l'échiquier international parce que pour l'instant elle est totalement invisible. Je vais dire que il y a une association qui s'est créée récemment qui a pour but de favoriser l'export et d'être présent dans les festivals craft. Jusqu'à présent, les bières françaises, tu les trouvais nulle part à l'extérieur, donc aucune visibilité. Donc oui, on va déjà essayer de positionner la France à l'échiquier européen, l'échiquier international, et ça passe quand même par un style de bière français. C'est l'assaut qu'a monté Alexandra, Oui, avec sa sœur, ouais. j'ai plus le nom en tête, mais French, mais je sais plus, ouais, ouais, où il y a justement là, ils vont à un festival, c'est Prague, non? Ou je sais plus où, non, où il y a pas un festival bientôt où justement ils partent à quelques brasseries. Je crois qu'il y a les Intenables, il y a la bière l'Instant, il y a 90 BPM, et heu et c'est vrai que c'est intéressant comme initiative de toujours cette histoire de un peu de se mettre ensemble pour de hum, mutualiser pour, ah, quand tu vois combien ça coûte un stand ou des frais de transport ou autre, si tu en as un qui fait le déplacement, qui peut représenter plusieurs brasseries, ouais, dans même les... pour le tu vois, j'en discutais avec Paola des Intenables la dernière fois justement qui y va. Elle disait en fait, c'est juste aussi de venir à plusieurs brasseries françaises sur un événement, parce que des fois, tu vas être une seule brasserie française sur un événement et tu vas te retrouver un peu tout seul, et là, y aller à 4 5 voire 6 brasseries, ça a un côté, c'est plus sympa, Oui, mais ça, par contre, le fait que les gens se posent la question de se dire: «Tiens, ça m'intéresserait de commencer à exporter», c'est quand même un signe de maturité aussi du marché. oui, oui. Parce qu'avant, tu t'en foutais d'exporter vu que tu arrivais même pas à vendre, à suivre la cadence, pardon, sur le marché français. Donc voilà. Donc si, peut-être que la France, d'ici quelques années, sera connue et apparaîtra sur la carte des pays brassicoles. Pour l'instant, elle est vue un peu comme un Spoutnik, de par ses 2 500 brasseries. Je dis: «Putain, il y a 2 500 brasseries en France? Je savais même pas qu'ils brassaient de la bière, moi, dans ce pays». Bon, bah, écoute, je te dis à la limite, on peut se fixer rendez-vous, dans un an, quand tu auras la nouvelle édition, parce que tu sors une édition par an, c'est ça de Oui, oui, entre le 15 décembre, 15 janvier, selon le temps que ça me prend et que j'ai de dispo et à chaque fois, tous les chiffres sont remis à jour et puis, il y a plein de thématiques supplémentaires qui sont rajoutés. Je regarde parce que j'ai justement en tâche de fond l'édition 2024 et donc dans les nouveautés, j'ai quoi J'ai la cohabitation des fûts inox et des fûts à usage unique. J'ai tout un chapitre c'est sur vrai des que ça, nouvelles. c'est un vrai sujet aussi ça, en ce moment, avec toutes les brasseries qui repassent en inox,
et des filières aussi qui se montent là-dessus. C'est Ouais, ouais, hyper ouais. intéressant. Voilà, j'ai tout un chapitre sur des nouvelles souches de levure pour encore plus de créativité avec tout ce qui est en train de se passer pour l'instant dans le domaine, que ce soit en levure liquide, en levure sèche ou par des produits dérivés de levure. Voilà, donc chaque année, il y a 10-15 nouvelles thématiques qui viennent se rajouter, plus la mise à jour de l'ensemble de la liste des brasseries en activité fermée, vu que l'édition 2023 contient 3077 brasseries, mais c'est la somme des brasseries qui ont eu au moins un jour d'activité depuis le 1er janvier 2000. Donc c'est les brasseries du 21e siècle, donc Mhm. également les brasseries fermées. Ok, bah en tout cas, moi j'encourage les gens à pas hésiter à aller sur ton site et il y a Shoot on Même s'il Fire est qui avait moche, mis le lien. même s'il est moche. Ouais, mais au moins il est, il a, il a le mérite d'être complet et enfin d'être. Je sais pas si on peut dire. Ouais, s'il est quand même relativement. Il y a beaucoup de, enfin il y a matière et puis comme tu disais, il y a le fait ouais, de peut-être aborder via ton bouquin. J'ai remis le lien vers le site dans le chat et ouais, de peut-être aborder déjà via le bouquin qui est quand même une bonne base de travail et puis une belle compilation de connaissances en tout cas avec différents aspects qui sont abordés. Je pense que c'est Ouais, tu as plein de thématiques très, très variées, hein, comme le monde associatif et la bière et les femmes, en France en 2023, avec des vrais chiffres, j'essaie d'être le plus large possible et de sentir ce qui se passe, même si je suis pas Madame Irma, mais essayer de synthétiser tout ça dans un document unique. Voilà. Et si on veut te suivre, hormis via le site, j'ai pas l'impression que tu sois très présent sur les réseaux sociaux. Bah, si, j'ai la page Facebook Projet Amertume. Et Voilà. pas d'Instagram, pas de Twitter. Non, pas d'Instagram, pas de Twitter, je suis trop vieux pour ça, hein. Ouais, sinon, c'est facebook.com/projet.amertume. Et là, écoute, je fais des posts assez réguliers. Je crois que j'en suis à une quinzaine depuis le début de l'année sur le sujet. C'est là en particulier où tu as les mises à jour des brasseries françaises avec les ouvertures, les fermetures nominatives derrière. Et justement, on encourage les gens à t'envoyer un mail si jamais il y a une petite brasserie qui se monte à côté de chez eux. Ou encore mieux, à aller dans la rubrique brasserie et cliquer sur le formulaire de référencement de la brasserie. Comme ça, j'aurai déjà le bon format avec toutes les infos nécessaires je n'aurai plus qu'à vérifier et puis après intégrer dans la base de données. Ok, bah, est-ce que c'est bon de ton côté? Ah ouais. Ben Bon, écoute, tu m'avais dit qu'il fallait tenir 1 heure. donc on a fait 2 heures, on est bien. Ah bah du coup, on se revoit que dans 2 ans du coup. Non, bah écoute, moi je pense qu'on peut se dire ouais, on peut se redonner rendez-vous dans un an pour faire un point, voir est-ce que ce qu'on a dit aujourd'hui s'est avéré vrai? Est-ce qu'on a avancé? Est-ce qu'on a stagné sur l'année? Ça peut, je pense, que c'est toujours intéressant. Normalement, dans un mois, je reçois Thomas Barbera de Happy Beer Ah, Time. drapeau rouge. Ouais. Et du drapeau rouge, par le drapeau rouge. Donc voilà, ça sera aussi. On abordera, lui, il avait fait son classement des houblons d'or. Oui, eh oui. Voilà, C'est bien, j'ai trouvé ça couillu. Ouais, De, c'était sympa et puis de- ça a bien pris justement, on en discutera avec lui. On parlera pas que de ça, mais on parlera aussi, bah, comme il a lui aussi, ça un des premiers, je crois que ça va être un des premiers blogs, qui parlait de bière, donc voilà, donc ça normalement c'est courant avril. et lui, il a encore beaucoup de cheveux. Oui, Trop. il est chanceux. C'est Il vraiment en a beaucoup, un, beaucoup. un scandale. Lui et moi, ça fera une bonne moyenne, c'est vrai que Mais moi, j'assume, je mets pas de casquette, monsieur. et ouais, c'est pour des questions d'éclairage après sinon je Ouais, je sais, déjà c'est ce comme que ça je brille, Bon, en tout cas, c'était
très, très sympa. J'ai passé, un agréable moment avec toi. Je remercie, les gens qui sont passés dans le chat et ceux qui ont participé. Ça sera disponible pour ceux qui voudront le réécouter ou ceux qui auront pas eu le temps de Merci à l'écouter en Flo. entier, ouais. Ouais, et pas mal de monde et puis, ouais, ceux qui veulent le réécouter en entier, qui sont juste passés ou autres, ça sera disponible, théoriquement, allez, d'ici dimanche, je pense, sur le podcast et courant de semaine prochaine sur YouTube. Ça Voilà, roule. ben, Eh ben, écoute Benoît, ça roule. Moi, je vais, je tiens à remercier également, ma connexion internet qui a bien tenu, qui a bien tenu. J'ai quand même mis un grand panneau sur la télévision, parce qu'on n'a pas d'antenne ici, en disant à ma femme de ne pas l'ouvrir ce soir parce que sinon, on n'aurait pas pu continuer. Donc, bah, écoute, tu la remercieras de ma part. allez, Allez, salut tout le monde. Alors toi, je te demande de rester encore. Je coupe le stream et puis ouais, on se dit ça salut en roule. off, tranquillou. Allez, salut tout le monde, merci.